Mon nom est Claudia Walaté. Comme à l'habitude, j'ai avec moi en studio Grégory Blanc, directeur, fondateur, de Mentor Aéro. Ah, tout ça, absolument. Et dans nos studios satellites, parce que COVID, Olivier... Parce que COVID, oui. Non, mais je veux dire, sinon, tout le monde serait ensemble. On dirait qu'Olivier est dans une cabane à sucre. Et où? Au pôle Nord. Le pilote laconique qui est quelque part. Oui, bonjour. En Laconie, la musique est interdite. Je dis ça de même. Donc, oui, c'est ça. D'accord. OK. Et André Allard, l'éditeur en chef des Ailes du Québec. Hey, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va toi, super André? bien. Hey, écoute, Claudia, tout le monde, j'aimerais ça commencer avec une petite rumeur. Une rumeur. Oh! Ça part toujours mal. Monsieur Soleil! Je veux pas avoir de l'air de celui qui répand de fausses rumeurs, mais, admettons, là. Greg, je me suis laissé dire que ces temps-ci, on te voyait souvent avec 2 Suédoises. Eh bien, c'est malheureusement vrai. Je suis rendu et adepte de la... Adepte. Je fricote maintenant avec 2 Suédoises, oui, tout à fait. 2 Suédoises qui viennent directement importées de la Floride. Donc, ça fait un peu cliché. Hein. Quand même. Ouais. Est-ce que ce sont des Suédoises avec des ailes d'argent? Ouais. On va dire oui. Qui se promenaient quelque part dans ces îles-là, là, tu sais, là. Là où il fait chaud et beau. Ou beau et chaud. Okay. D'accord. Parlant de rumeurs, André, et non, vous n'avez pas la berlue, on a ajusté un petit peu le setting du studio, ne vous surprenez pas. Maintenant, notre pilote désigné est officiellement socialement isolé. Donc oui, c'est ça. André, ça a l'air qu'il y a une rumeur comme quoi tu es intervenant sur un autre podcast. Oui. Tu nous parles, André? Ah, c'est ça. Non. D'abord, sachez, chers amis, que... Je suis polygame. On dit polypode. Polypode. Oh, oui! Polypode. Ouais, C'est Tu as bon, ça, bougé à bonne pied? expression. Intéressant. Oui. Oui, je les aime tous. Voilà. Les pods. Alors, l'aéropod cartonne en France. D'accord? Donc, on est dans les... En France, il y a un petit manque d'informations en français sur l'aviation et l'aéronautique. Et en fait, on a reçu l'invitation pour tous les membres de l'aéropod. D'ailleurs, ça s'applique à vous tous. L'émission Aéromag en France, qui est une émission diffusée sur le 95,1 dans le sud-ouest de la France, à la région de Pau. On passe à Radio-Canada en France, la première chaîne. Ouais, c'est exactement 95,10. C'est la même fréquence que la première chaîne de Radio-Canada, mais en France. Donc, il n'y a pas de Radio-Canada. Et le premier sujet qu'on a abordé dans cette émission, c'était le patrimoine aérospatial du Québec et également aussi l'aide aux compagnies aériennes et au transport aérien, parce que en France, les observateurs en aviation aéronautique sont un peu surpris de voir comment le gouvernement canadien ici ne fait rien pour soutenir ces entreprises aériennes. Mais enfin, c'est cela. Et dites-vous une chose, les 2 animateurs étaient quelque peu déçus de voir que j'étais seul. Ils auraient voulu faire un entretien avec tous les membres de l'aéroport. Alors, on va remettre ça. Ben oui, la prochaine fois. Absolument. Et il y a des sujets communs, entre autres choses, les aéroports régionaux, comment elles doivent se battre pour rester en vie puis éviter d'être fermées par des gens des régions. En tout cas, c'est une chose. Alors, le premier podcast, on va mettre le lien vers le premier podcast pour les gens qui voudraient y aller. On a un nouveau lien maintenant, il est disponible, donc on peut télécharger le podcast en question. Super. Et voilà. En plus, c'est tellement une belle région. Oui, le sud-ouest, grec comme ça. Absolument. Comment ça va, Porter, André? Ben, on peut dire que ça vole pas fort. Porter se porte pas bien. Ouais, non. J'étais sûr qu'Olivier allait la faire, mais bon, OK. En fait, non. Alors, Porter a confirmé la semaine dernière qu'elle gardait ses avions cloués au sol jusqu'à la fin du mois de mars. Ouais. Donc, Porter va avoir arrêté ses opérations pendant 1 an avant de les relancer. Et c'est un peu un phénomène particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies d'aviation dans le monde qui ont décidé, nous, on arrête tout, on ne fait plus rien voler, on met la clé dans la porte, puis on reprendra
quand, dans le cas de Porter, le facteur décisif, c'est les vols transfrontaliers, les échanges entre le Canada et les États-Unis, parce que c'était une grosse source d'achalandage. Absolument. Maintenant, il faut savoir qu'en 2000, il faut se souvenir quand Porter était propriétaire de l'aéroport Bailey-Bishop, qu'elle a revendu à un consortium privé en 2015. Okay? Puisque Porter est une compagnie privée, donc pas cotée en bourse, et que les acheteurs de l'aéroport ne sont pas cotés en bourse non plus, on n'a jamais su le montant officiel de la transaction. Ce qu'on sait, c'est que dans les mois qui ont suivi, les acheteurs, eux, ont inscrit une hypothèque de 500 millions, et Porter, de son côté, a radié toutes ses dettes. Elle a remboursé toutes les dettes qu'elle avait, de sorte qu'aujourd'hui, Porter Airlines est une compagnie qui a 29 Dash 8 Q400 payés. Tous les camions, tout l'équipement, tout ce qui leur appartient à main propre. Ils n'ont aucune hypothèque, aucune dette. Dans cette situation-là, quand tes passagers baissent, la solution la moins dispendieuse, c'est de dire on cesse tout. Parce que comme on n'a pas d'hypothèque, il ne nous reste que quelques loyers à payer au niveau mensuel, mais les loyers à l'aéroport ou les loyers de bureau, des choses comme ça, on s'entend dans les dépenses d'une compagnie aérienne, c'est pratiquement rien. Donc, on a arrêté les dépenses. C'est triste pour les employés, le personnel navigant, les pilotes de Porter Airlines qui, eux, n'ont pas volé depuis cette période-là et qui ne voient pas le jour où ils vont recommencer à voler. Porter Airlines, moi, je me souviens, il y a quelques années, Rob DeLuce, le fondateur de Porter, avait dit notre break-even en anglais, donc le fameux taux d'équilibre entre le déficit puis la profitabilité, c'est un taux d'occupation de 49% seulement, ce qui est très bas. C'est incroyable quand même. Et donc, 49%. C'est très bas. Normalement, un Q400, quand tu as pas des Q400, tu es plus dans 60 à 65%, d'accord? Ouais. Donc, c'est un taux très bas. Et quand ils auront l'espoir de revenir à 40 de taux d'occupation, ils vont relancer les opérations. Donc, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique pour Porter. Ils sont en excellente santé financière. Oui, mais donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont pouvoir repartir beaucoup plus vite que les autres. Oui, puis c'est pas non plus la même stratégie pour tout le monde. Quand on a des grosses dettes sur des actifs, on parlait en préparation d'émission de la situation de Delta, c'est une autre game complètement. Là. Absolument. Oui, absolument. Veux-tu partir là-dessus, Delta Airlines? Parce que. Ben oui, en fait, c'est intéressant. Ce qu'on peut dire, c'est que sans procéder à des mises à pied vraiment massives, Delta a réussi au 4e quart, donc l'automne dernier, à couper de moitié sa dette par rapport au reste de l'année, donc à rationaliser ses opérations d'une manière extrêmement efficace. Ils continuaient à perdre beaucoup d'argent, là. C'était énorme, tu sais. Au lieu de 1,2 milliard, c'était plus 750 millions, tu sais. Bon, c'est énorme. Mais ils ont quand même trouvé le tour de se réorganiser très efficacement dans cette situation-là. Probablement un peu de profiter aussi de l'augmentation des vols passagers pendant certaines situations qui, après, vont leur nuire. Donc, par exemple, profiter un petit peu de la manne au niveau de Thanksgiving puis Noël. Puis après ça, qui va avoir beaucoup moins de trafic ce printemps. Mais bon, on va voir comment ça va je pense qu'on en avait déjà parlé aussi dans des émissions passées. Une grosse partie de ce succès, entre guillemets, là, vient aussi et drivé par la culture interne de la compagnie. Tu sais, on avait parlé au début de mars-avril dans ce coin-là qu'il y avait eu des programmes, il y a des gens qui volontairement laissaient leur job à d'autres pour des gens qui ne pouvaient... Ça c'était au niveau du travail, de la job. Mm-hmm. Mais on sait aussi que les employés ont totalement adhéré à des mesures qui ont été prises pour rationaliser, des mesures collectives, exactement. Uh-huh. Donc oui, ils savent compter, là, on s'entend. Là. Ils ont de très bons fiscalistes et tout ça, mais il y a quand même, il faut encore une fois souligner le côté culture d'entreprise. Qui est vraiment incroyable depuis la faillite. Là. Puis on en avait parlé, André, toi puis moi, le retour en force de Delta après la faillite et de notre idole à tous, le désormais célèbre Ed Bastian, qui est un leader, qui a un leadership absolument incroyable. Fait que tout ça mis ensemble a fait que ils ont pas tout gagné, loin de là. Non, mais vraiment pas. Puis c'est important de le mentionner parce que
on sait que les compagnies aériennes sont pas toutes cette mentalité, cette approche-là. Non, disons. effectivement. Puis je pense qu'on va pouvoir faire un post-mortem plus efficace quand on va être effectivement sorti de la crise, mais on peut présumer que ces compagnies-là vont s'en sortir mieux que leurs semblables qui sont gérés différemment. Oui, absolument. Les relations, les relations de travail dans la COVID-19 sont importantes. Donc, d'avoir des bonnes relations entre employés et entre syndicats et patrons en ce moment, là, c'est important. C'est les entreprises qui vont réussir à, comme Delta le fait, à faire des ententes pour éviter de faire des mises à pied. Absolument. De garder le plus de monde possible au travail, de sorte que quand tu relances l'entreprise, tu n'es pas obligé de refaire l'entraînement à partir de zéro. Fait que les compagnies qui ont cultivé cette bonne entente-là avec les syndicats le retour sur investissement va être très bon pour eux, là. Ceci étant dit, on ne réinvente pas la roue pour être fonctionnel dans un contexte dysfonctionnel. Contrairement à ce que certains peuvent penser. Donc, on a eu la nouvelle dernièrement qu'il y avait une coopérative qui allait démarrer au Québec. Oui! Bon, Mon Dieu! on est très optimiste face à ça. Alors, le nom de la coopérative, c'est TREQ, T-R-E-Q, pour Transport Régional Québec. Je ne sais pas ce que le E fait. Le E a été le régional. Habituellement, c'est T-R petit E-Q, le TREQ. Ouais. Souvent, c'est le... OK. Bon, enfin, le projet... Donc, deux enjeux. Premièrement, est-ce qu'on est capable de faire ce que plusieurs autres ont essayé sans succès? Et aussi, on a choisi des appareils qui sont notoirement dispendieux à opérer. What's up with that? Ouais, alors, vas-y, André. En gros, le projet, il y a 2 hommes d'affaires du lac du Saguenay qui sont dans cette aventure-là, ainsi que M. Serge Larivière, qui est de retour dans ce projet-là avec le directeur de l'aéroport de Bromont. Pas de Bromont, pardon, de Mont-Tremblant, excusez-moi. Oui, on va changer de rive, on va changer de cap sur le nord. Ma boussole est déréglée. Donc, le projet, en gros, c'est de prendre des Q400 et de faire du transport aérien régional avec ça et d'offrir des billets, par exemple, un aller-retour Montréal des Îles-de-Madeleine à 300 $ l'aller-retour. L'argumentaire des gens, c'est de dire, Montréal des Îles-de-la-Madeleine, c'est la même distance que Toronto, Thunder Bay, et les compagnies aériennes comme WestJet, Porter font des allers-retours Toronto, Thunder Bay à 300 $. Alors, on voit pas pourquoi on serait pas capable de faire la même chose avec les Îles-de-la-Madeleine. Petite nuance que les gens ne nous mentionnent pas que ces gens-là ne mentionnent pas quand ils font des entrevues avec des journalistes. La population des Îles-de-Madeleine, c'est 12 000 personnes. La population de Thunder Bay, c'est 110 000. Donc, tu as presque 10 fois plus d'habitants à Thunder Bay qu'il y en a aux Îles-de-la-Madeleine. Déjà, en partant, le volume potentiel n'est pas le même. En tout cas, chose sûre, il va y avoir de la saisonnalité, là. C'est pas le même genre de trafic en été qu'en hiver. Sûr, là. Je veux dire, n'importe qui va... L'autre problème, que moi je vois, c'est que cette vision-là ne tient pas compte de comment fonctionne le transport intra-régional, intra-Québec. Le transport régional au Québec, il y a une dynamique bien spéciale. Ce transport-là est beaucoup nord-sud, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens, par exemple, du bas du fleuve ou de la Gaspésie, qui vont aller travailler dans les mines dans le nord du Québec, dans le nord du Canada. Donc, il y a beaucoup de voyagements nord-sud. Montréal est très peu impliqué dans ce phénomène-là parce qu'à Montréal, il y a beaucoup d'emplois, le taux de chômage est bas. Donc, les gens de Montréal, toute proportion gardée, sont beaucoup moins portés à aller travailler dans le Nord que dans... Absolument. Vous remarquez, et toutes les compagnies aériennes, d'ailleurs, qui font les régions minières, je vais en nommer 3, par exemple, là, Air Inuit, Pascan, puis PAL, ils sont 3 compagnies. Vous remarquerez que toutes ces compagnies-là passent par Québec, ne font pas de vol direct vers le nord. Et il y a une raison bien simple, c'est que le hub régional au Québec, pour ce voyagement-là, il est à Québec. C'est l'endroit naturel. Puis permets-moi de jumper, André, parce que tu as entièrement raison. C'est un très, très bon point que tu soulèves. Ces transporteurs régionaux-là peuvent éventuellement partir de Montréal ou de la région de Montréal.
On va prendre par exemple le Pascan, puis c'est tellement ça, André, là, tu as mis le doigt dessus. Ça arrive souvent que les avions de Pascan partent de Saint-Hubert, de la grande région de Montréal, avec quelques passagers à bord, et que les avions se remplissent entre Québec et cette île. Oui. Et moi, je me souviens d'avoir discuté de ça avec des gens de chez Pascan. Pourquoi le prix du billet l'aller-retour Montréal-Québec est si élevé dans un avion de Pascan? C'est que, surtout à l'époque des Jetstream, c'est que le nombre de places est limité. Ce que ne voulait pas faire Pascan, c'est que des gens qui font Montréal-Québec remplissent l'avion dans l'aller-retour entre Saint-Hubert et l'aéroport de Québec, de sorte qu'il n'y avait plus de place pour les gens qui partaient de Saint-Hubert pour se rendre aux îles. Il y a quelques passagers, mais il fallait que ces gens-là puissent embarquer dans un avion, d'abord se rendre à Québec et ensuite reconnecter avec un vol vers les îles. Donc, Pascan ne cherchait pas le vol. La clientèle Montréal-Québec, ça ne les intéresse pas vraiment. Ce qui les intéresse, c'est la clientèle Montréal, le nord du Québec, Montréal, l'est du Québec. Ça les intéresse. Ouais. Et ça a toujours été, et toutes les compagnies aériennes qui travaillent dans le nord du Québec ou dans le transport régional au Québec ont à peu près ce même schéma-là de fonctionnement. Québec, c'est le hub important. Et on mentionnait le volume. Et c'est surtout que la clientèle, le cœur de la clientèle pour les trois compagnies nommées, c'est-à-dire Air Inuit, PAL et Pascan, c'est de la clientèle qui travaille dans les mines, qui part très tôt le matin de Montréal ou de Québec et qui doit arriver en avant-midi, faire des journées de travail. Et quand ils quittent la mine, ils partent en fin de journée et ils reviennent ici à Saint-Hubert tard en fin de soirée. En début, en C'est les soirée. allers-retours dans la même journée? Non. Okay. Ce qu'André veut dire, c'est que très souvent, ces gens-là vont commencer soit leur quart de travail dans la même journée et ou finir un quart en revenant. Exactement. Ça peut arriver. Là, c'est pas toujours le cas. Des fois, ils commencent le lendemain, mais quand même, parce effectivement. Que pour les compagnies qui emploient ces gens-là, ça leur évite de payer une journée entière de travail où ils font rien, où ils sont pas productifs, tu comprends? Absolument. Alors, mais ton point par rapport à ça, et Trek, c'est que selon toi, leur modèle d'affaires est foncièrement vicié? Non, oui, parce que Trek ne tient pas. Si tu veux aller chercher le maximum de passagers, là, il va falloir que tu fasses deux horaires. Tu vas avoir un horaire pour les déplacements nord-sud et tu vas avoir les déplacements de l'est vers l'ouest, vers Montréal, le tourisme et tout ça. Donc, tu peux pas faire juste un vol parce que le vol pour les touristes, il est dans l'après-midi, il est plus tard dans la journée. Tu sais, il est dans le milieu de la journée parce qu'il faut que les vols internationaux arrivent et il faut que tu puisses correspondre pour aller chercher les touristes. Il faut que tu puisses correspondre avec les vols internationaux à Montréal-Trudeau, par exemple. Oui, puis on sait que les premiers vols arrivent à 2 heures à peu près. Très souvent, à Trudeau, le premier vol, c'est celui de Suisse qui arrive à 2 heures à peu près. Mais là, on n'est pas en train de mélanger des affaires, là, parce que moi, j'ai pas l'impression que la question d'un vol plus cher, moins cher, c'est vraiment ça l'enjeu du tourisme au Québec. Là. Parce que quand tu arrives de France puis que tu vas aller aux îles de la Madeleine, tu payes ce que tu as payé puis tu y vas. Ça, c'est vrai. Il y a un point, mais ça, c'est une partie du plan comme tel. La grosse partie de la façon que c'est vendu au Québec en ce moment, c'est que Trek, puis corrige-moi André si je me trompe, là, mais d'abord et avant tout, on veut mettre le voyage intérieur là, abordable pour tous. Bon, OK, on se comprend. Voilà. Fait que dans ce cas-là... En plus de ça, éventuellement, oui, bien évidemment, il serait bête de cracher là-dessus. Là. On est d'accord. Il y a tout le côté vacancier, tout ça, dont André parlait, puis il a entièrement raison. Mais c'est sûr que de la façon que le projet est vendu en ce moment, là, donc pour les gens en Europe qui nous écoutent, la publicité qui en est faite, le pitch de vente, c'est de dire, toi, au Québec, qui a envie d'aller visiter le bas du fleuve ou les îles de la Madeleine, il ne t'en coûtera pas 1300$. Nous autres, on peut le faire pour combien? 280, 300$? On parle de 300$ en aller-retour. À peu près. Donc là, ce que ça sous-entend, André, je finis là-dessus. Ce que ça sous-entend, c'est que moi, personnellement, là où j'ai un doute, pas un problème, un doute, c'est que pour des gens au Québec, remplir un Q400 à chaque fois pour du voyagement, tu sais, moi qui ai envie d'aller aux îles de la Madeleine,
Oui, Les gens des Îles-de-la-Madeleine qui ont envie de sortir, en fait. Moi, j'avais l'impression que c'était surtout ça l'enjeu, de permettre la mobilité de la clientèle régionale, de permettre aux gens des régions d'en sortir. Exactement. Ça, c'est l'enjeu initial. Puis c'est tout ce que c'est tout le questionnement qui a été soulevé par rapport avec les fameux prix des billets, Air Canada qui y va, Pourquoi il y a un besoin pour ça? Puis si on arrête d'avoir une connexion, c'est quoi le problème? Le problème, c'est pas qu'on parle les touristes, là. Oui, exact. La chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que les gens, les clients ont été habitués depuis longtemps à voyager à rabais, donc vers le sud, vers l'Europe, même certains vols vers le Canada. Donc les gens n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça coûte pour exploiter une compagnie aérienne, exploiter un avion. Donc ici, tout le monde ici autour de notre table virtuelle, on le sait que c'est dispendieux, il y a beaucoup de coûts. Et là, pendant toutes ces années-là, on a habitué les gens à des prix très bas pour des liaisons à haute densité, comme tu disais, André, exemple Thunder Bay, Toronto. Là, on veut faire des liaisons entre deux places de 10 000 personnes. Puis là, les gens sont... Aircan, il charge juste 100 pièces du billet. Oui, mais c'est parce que Dash 8, ça coûte cher à voler là. Puis il y a juste 30 places dedans, là. Mais sans compter que même le début du modèle d'affaires pour le tourisme ne fit pas vraiment. Une partie de la raison pour laquelle tu vas dans ces endroits-là en voiture, c'est pour avoir une voiture une fois que tu es arrivé. Parce que tu peux rien faire à pied. Ouais. Fait que, tu sais, tout ce modèle-là est comme un peu flawed. En tout cas, à mon avis, si l'objectif, c'est de permettre aux gens des régions d'être capables d'en sortir au besoin, là, ça fait beaucoup de sens et on tombe pile poil dans la dynamique de laquelle tu parlais, Olivier. On a un problème de densité sur ces routes-là. L'enjeu, selon Trek, c'est que ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. Et c'est vrai que dans tous les marchés en général, c'est un problème. Pour faire un parallèle douteux, juste pour vous donner un peu une idée, personne n'avait besoin du iPod avant qu'il existe. Il a fallu commencer à l'offrir pour développer le besoin. Ouais. C'est un peu le même principe. Si les vols sont tellement trop chers qu'on considère jamais la possibilité de voler, ben c'est vrai que peut-être de commencer par offrir des vols pas chers, c'est une bonne idée. Par contre, moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est que c'est un modèle d'affaires à risque très élevé. C'est-à-dire qu'on va probablement opérer à perte pendant un bout de temps, le temps que la demande se développe. Pour une coopérative, là, c'est particulier comme modèle d'affaires. Quand tu as une personne à la tête qui est capable de prendre une décision et décider, oui, je vais prendre ce risque-là, c'est beau. Là, c'est pas ça. Là. C'est chacune des régions, je présume, qui va payer sa part. Puis on va dire, êtes-vous prête à perdre de l'argent pendant 2 ans, le temps que la demande se développe? Je pense pas que les régions vont être impliquées là-dedans parce que c'est une coopérative, c'est sur une base personnelle. Tu peux acheter des parts. Ah oui, c'est vrai, il disait que ce serait des parts privées. C'est des parts privées, donc ce qui arrive, c'est que il va y avoir il va falloir que la vente, le pitch de vente soit absolument puis là ce soit spectaculaire parce que il faut que tu attires ces gens-là qui pourraient peut-être voyager, mais qui pensent que c'est cher et que là, ce serait peut-être plus abordable. Mais, le break-even sur un Q400, il est très élevé, André. On en a parlé, là. Oui. Puis, on s'entend, à la limite, tu peux peut-être dire, je peux compenser un peu pour du cargo, là. Mais il reste quand même que ils ont choisi la machine, une des machines les plus dispendieuses à opérer, là. Le Q400, il n'est pas donné. C'est une réalité, c'est un très bon avion, c'est un très bon produit, c'est très fort, puissant, tout ce que tu veux, let's go. Mais il reste que ça coûte très cher à opérer. Donc là, c'est pas moi le comptable dans l'équipe, là, mais j'en sais quand même suffisamment pour savoir qu'il va falloir scorer fort là-dessus parce que je ne pense pas qu'ils peuvent se permettre, comme Air Canada le ferait, de rouler sur certaines routes à perte juste pour dire je prends toute la place, puis quand tout le monde sera mort, je vais... Parlant de ça, il y a un élu dont j'oublie le nom, je pense que c'est peut-être le maire des Îles-de-la-Madeleine, justement, André, qui mentionnait qu'il craignait que, puisqu'il n'y avait aucune réglementation sur le marché, un privé, n'importe lequel, potentiellement Air Canada, allait revenir sur le marché, casser les prix pour mettre la coopérative à genoux, et après ça, quand il se retrouverait tout seul sur le marché, remonter les prix pour que ça redevienne rentable. Oui, c'est lui. Ce qui est un risque évident, en fait, lui, il parle en connaissance de cause parce que c'est arrivé très souvent aux Îles-de-la-Madeleine, sur la route des Îles-de-la-Madeleine, où on a vu, entre autres, Air Canada ou Jazz à travers Air Canada qui s'est mis pendant quelques semaines à offrir des prix... tu sais, je veux dire, ça coûtait moins cher faire le plein de ta voiture. Ça coûtait moins cher aller aux Îles-de-la-Madeleine que faire le plein de ta voiture. Puis après ça, oui, les prix vont se remonter. Fait que oui, c'est déjà vu.
alors, le contexte, moi, je n'avais pas pensé au contexte d'une coop. C'est un très bon point que vous avez soulevé. C'est particulier parce que là, à partir du moment où tu as des gens qui ont acheté aux îles, par exemple, ou à Gaspé ou à Montjoli, puis qu'ils sont pas satisfaits du service, mais nous, on a acheté, on a payé pour ça, on veut avoir ce service-là. Et si le service n'est pas rentable, ben là, la coop doit prendre des décisions. Mm-hmm. Ça risque, au niveau de la prise de décision, ça va être difficile, mais pour revenir effectivement, Greg, au Q400, oui. Et on l'a déjà dit, puis il faut le répéter, on aime tous moi, j'adore les îles de Madeleine. Si je peux y aller, j'y vais. Mais on s'entend tous qu'au mois de février, il n'y a personne qui a envie d'aller faire du tourisme aux îles de la Madeleine. Écoute, j'y suis passé au mois de février, moi, puis ils vendent quelque peu, comme disent les Anglais. Moi aussi, j'ai eu quelques séjours en hiver aux îles de la Madeleine, puis effectivement... mais pour les amoureux par exemple, il y a une chose, regarde, on va faire de la pub pour les îles de la Madeleine. À tous nos amis et confrères européens qui nous écoutent. Ceux qui font du kitesurf. Du kitesurf, exactement. Tu m'as vu arriver avec mes grands chevaux, Olivier. Si vous êtes un amateur de kitesurfing, écoutez, c'est the place to be. Puis, même l'hiver, là-bas, du fat bike, ça se fait bien. Il n'y a pas de neige. C'est vrai. C'est vrai. Ben, bon point. Parce que la neige est balayée. Oui, non, intéressant. Et aussi, j'ai présume des activités telles que la pêche sur la glace et des choses comme ça, là. Fait que bon, il y a des activités à faire, mais là, Olivier, on vient de parler de kitesurfing. Bon, je connais pas grand monde dans mon entourage qui fait du kitesurfing, là, quand même. C'est cool, c'est vraiment cool. Mais, donc, pour résumer, on pense pas qu'il va y avoir un afflux... tu sais, parce qu'il reste que ces endroits-là ont comme une limite de ce qu'ils peuvent accueillir comme tourisme. Mais par exemple, aux îles, on est pas mal à capacité en général. Là. Puis, dernier point. Puis on passe à autre chose. Non, très important. N'oubliez pas une chose. Quand vous voyez tous ces avions qui décollent le matin, Air Inuit, Québec, Pascan, éventuellement aussi PAL, qui partent de la grande région de Montréal et qui s'en vont vers le nord, puis tu te dis, mon Dieu, mais tous ces avions-là sont pleins, donc il y a du monde qui voyage. Cargo. Contrat. Mm-hmm. Ce sont des gens, des travailleurs, André en a parlé, ce sont des gens qui voyagent sous un contrat, ils sont voyagés pour quelqu'un. Il y en a beaucoup, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de ces gens-là qui voyagent au nom de quelqu'un. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent, mais en même temps, ces gens-là, tu les attraperas pas. Là. Ils voyagent pour une mine, pour une compagnie de construction. De toute façon, si c'est ça va être la compétition intramarché qui existe déjà. Exactement. On ne sera pas nécessairement avancé. Donc là, ce que ça sous-entend, c'est qu'admettons, tu dis oui, ben OK, ben fine, il y a du monde quand même. Les prix vont descendre. Bon, ben voilà, ça va être là la guerre à qui va voler le contrat à l'autre. En général, entendons-nous, au niveau affaires, on s'entend pour dire qu'une guerre de prix, ce n'est bon pour personne. Exact. Tout le monde fait moins d'argent quand il y a une guerre de prix. Oui, et on a vécu au Québec une guerre de contrat. Là. Oui, exactement. Donc, on sait de quoi on parle. En théorie, les passagers pourraient être gagnants. Oui. Toute chose étant égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans cette guerre de prix-là, il y ait certains exploitants qui meurent. Parce que ça vient de... Ben, tu viens de créer exactement ce qu'Air Canada voulait faire. Oui, ben, précisément. Fait que donc, en tout cas, tout ça, on est sur notre troisième brève, les copains. On n'a pas avancé du tout. Oui, mais on va en reparler, André. On va en reparler de Trek. Je pense qu'on va en entendre reparler très bientôt, là, mais à suivre. À suivre. Oui. Ça va être intéressant, ça. Absolument. Ben, je pense que ce qu'on peut s'entendre pour dire là-dessus, c'est tout le monde se dit qu'ils vont être meilleurs que les autres qui ont essayé avant. Nous, on a toujours un petit bémol sur cette idée-là parce que s'il y a 8 personnes qui sont essayées avant toi et qui n'ont pas réussi... Il y a une raison. Bon, un ou deux, c'est peut-être des imbéciles. 8, ça me surprendrait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en tout cas, à suivre. Ouais. À suivre, parce qu'on va les laisser faire leurs preuves. Puis, tu sais, l'idée d'une coop de transport régional est vraiment pas bête. C'est une autre sorte de concurrent dans le marché. Puis tout, super intéressant. Ceci étant dit, est-ce que les choix stratégiques vont amener les résultats attendus? C'est une autre histoire. OK. Des passages à Mirabel, André? Est-ce qu'on voit ça dans un avenir? Il y a un auditeur qui m'a envoyé dans mon courriel à moi, et puis il voulait pas le mettre sur YouTube, mais il m'a posé la question, est-ce qu'un jour on pourrait rouvrir un terminal de passagers à Mirabel pour faire du transport régional au Québec, donc uniquement des vols régionaux au Québec. Alors, ça s'inscrit. Là, on a déjà mis un peu le canevas pour le transport régional, alors on va enchaîner là-dessus. Oui.
Comme je l'expliquais tantôt, le transport régional au Québec, il est majoritairement, c'est à partir de Québec. Donc, Mirabel, se déplacer à Mirabel, ça n'ajoute rien. C'est vrai qu'il y a à peu près 1,4, 1,3 million là, quand on prend Laval, les Basses-Laurentides, les Laurentides, l'Anaudière. OK? Ouais, il y en a qui sont contents. On arrive à peu près 1,4 million de personnes qui vivent dans cette région-là. Est-ce qu'il y a un bassin de population assez gros pour nourrir des vols régionaux là? C'est pas impossible. Mais dites-vous bien une chose, c'est que la Montérégie, quand on prend la Montérégie, Sherbrooke, puis le centre du Québec, on arrive à 1,7 million de population. Donc, le bassin de population sur la Rive-Sud est plus gros que celui de la Rive-Nord, en partant. Et on n'a pas parlé de Montréal encore, parce que si tu déplaces les vols régionaux de Montréal vers Mirabel ou vers la Saint-Hubert. Ouais. Le problème, c'est que les gens de Montréal, pour ces vols régionaux-là, doivent se déplacer eux aussi. Donc, tu ajoutes une congestion à ce qu'on connaît déjà dans la région de Montréal. Donc, c'est un problème. Et enfin, il faut se souvenir que Mirabel, ce n'était pas le choix idéal pour un nouvel aéroport pour Montréal. La première chose le meilleur endroit qui était pour l'installer, c'était la Rive-Sud. À l'époque, il y avait plus de population, puis on disait on va pouvoir aller chercher la clientèle du Vermont puis des États limitrophes, des États américains limitrophes. Ça devait être la Rive-Sud. Sais-tu où est-ce que ça devait être, André? Il n'y avait pas déterminé d'endroit encore. Le problème que les fonctionnaires avaient identifié à l'époque, c'est que dans les années 60, on avait des DC-8, des 707 qui étaient excessivement bruyants. Et on avait déterminé qu'il faut l'exproprier comme, je me souviens plus, là, c'est 10 km alentour de l'aéroport. Okay. Il n'y avait pas d'endroit inhabité sur la Rive-Sud qui permettait ça. Et c'est pour ça qu'on est allé sur la Rive-Nord. C'était quand même suffisamment habité pour poser sérieusement problème. L'autre grosse erreur qu'on a commis à Mirabel, c'est qu'on a construit la tour de contrôle du côté sud et le terminal du côté nord. Alors, pour amener des autoroutes, des trains à Mirabel, il fallait soit contourner l'aéroport ou soit faire un tunnel sous les pistes. Donc, c'était extrêmement dispendieux. Et c'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu... Les services à Mirabel n'ont pas été complétés. Si tu veux aujourd'hui relancer le transport de passagers à Mirabel, la première chose, c'est d'installer l'aérogare au sud des pistes. Là où, en ce moment, il n'y a aucun service électrique, aucun égout, aucun aqueduc, parce que tout est du côté nord. On va faire une fausse sceptique, André, il n'y a pas de stress. Un champ d'épuration. Sweet. Un champ d'épuration avec des bactéries. Là. Ah, ça, super. Donc, peu de chance, selon notre lecture de la situation. Moi, je ne vois pas le retour de passagers à Mirabel avant une quarantaine Non, oubliez ça. L'avenir, c'est Dorval. À part le terminal de Nolinor, il ne se passe rien là-bas. L'avenir, c'est Dorval, puis s'il faut, on va exproprier Kirkland. Ouais. Rien de chers moins. auditeurs de l'ouest de l'île, vous savez à quoi vous en tenir? OK. Soit dit en passant, j'ai rien contre les gens de Kirkland. Hein. Mm-hmm. C'est juste que sont là. Oui, c'est ça. Il y a un bon restaurant indien là-bas, fait qu'on les salue. Oui, absolument. Il y en a plus que. Hey, on apprend de tout dans cet aéroport, c'est incroyable. C'est diversifié. Mais, comme vous pouvez le constater, on répond avec plaisir aux questions de nos auditeurs. Alors, ne vous gênez pas pour nous en envoyer. C'est une excellente question. Sincèrement, c'est ce maudit aéroport de Mirabel, là. Écoute, j'allais dire sacré de la dynamite, faites-moi sauter tout ça, mais ils l'ont détruit. Oui, il n'y a plus rien déjà. Je trouvais ça un peu... comment enfoncer une porte ouverte? Ça serait grand. Ouais! Comment est la RJ21, André? On en a fait parler dernièrement, si ma mémoire est bonne, on s'était posé la question. On n'est pas mal était comment on était un petit peu en avant de l'actualité, hein? Ouais. Alors, la semaine dernière, on a appris que il y a une compagnie de location chinoise qui a passé une commande de 60 ARJ21. Qui a été forcé à coup de baïonnette d'acheter 60. Ouais, écoute, je vais te lire le paragraphe, la façon dont c'est très drôle, ça. Ouais. Ça dit « China Aircraft Leasing Group Holding signed an agreement with COMAC for 60 ARJ-21 planes on Friday, with the half of the order being intentional. » OK, l'excellente traduction. Je vous jure, il voulait. L'autre 30, on n'avait pas l'intention d'acheter, mais
On est en Chine. Drôle, ça. Mais c'est Really une mauvaise intentional? traduction parce que le c'est 30, savoureux. ce sont les options. Ouais. C'est ferme et optionnel, pas intentionnel et inintentionnel. Mais dans le contexte de la Chine, c'est absolument mourant parce que ça... Mais entre toi et moi, André, on sait très bien que c'est ça qui est arrivé, là, quand même. Mais pas nécessairement. Tu parles de ça comme ça, puis moi, je pense qu'il y a peut-être aussi une question de fierté nationale. Penses-tu vraiment que les Chinois sont pas en train de se dire, crime, on les fait nos avions? Écoute on peut, bien Claudia Ouellette. Ouais. OK, là? Ouais. Regarde-moi, là. Ouais. Je pense que t'as raison. Ouais. Il y a un petit... Non, mais sérieusement, non, c'est vrai. Je pense que tu as raison. C'est un point qu'on a tendance à oublier à l'aéropod, puis je niaise pas, puis je te flatte pas dans le sens du poil là, pour... je pense que tu as raison. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, qu'on ne conçoit pas, nous, en tant que Nord-Américains, et que pourtant, on devrait, puisque nous, au Canada, nous le vivons et le subissons. Nous autres, on vend l'appel d'offres pour acheter des avions étrangers quand on en fait des parfaits ici. Là. Premièrement. Puis deuxièmement, on subit le Buy American. Oui, absolument. Donc, Lose-lose. Oui. Ouais. Fait que t'as entièrement raison. Puis ça, c'est bien fait pour nous, hommes techniques que nous sommes, là. Parce que on parle toujours du fait que ils vont être obligés, puis on va essayer pour faire sortir les Occidentaux et machin, tout ça, mais ça se pourrait qu'ils aient vraiment envie de le faire pour soutenir la production locale. Ou bien toutes ces réponses qui vont toutes dans le même sens de toute façon. Exactement. Et pour ton information, la compagnie China Aircraft Leasing Group, là, ils ont en ce moment 128, avant cette commande-là, ils avaient 128 avions placés en crédit bail dans 15 pays, à travers 15 pays de la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Europe, Amérique du Nord et Amérique latine. OK? Europe. Donc, ces gens-là vont peut-être réussir à placer. En Europe, André? Oui, ils ont des avions de placés, pas des comacs, là. Ils ont des avions en location. Ça peut être des avions d'Airbus, ça peut être des avions... J'ai eu peur, là. Ou de Boeing. Non, mais... Et fait intéressant. Oui, tu voulais dire quelque chose, Olivier? Ouais, je disais à Greg de suivre l'histoire, là, c'était assez clair, là. Ouais, non, mais j'ai visiblement manqué un mot qui a fait que j'ai... What? OK. Et dans le communiqué, fait intéressant dans l'article, on nous mentionne qu'en 2020, Comac a livré 24 ARJ-21. Donc, on est rendu une cadence de 2 par mois sur l'ARJ-21. Incroyable. Je vous rappelle que Airbus vit très bien avec une cadence de 4 avions par mois à Tianjin. Donc, on voit qu'on s'approche lentement, mais sûrement, on progresse. Il y a une deuxième ligne d'assemblage qui est en construction aussi pour l'ARJ-21. Donc, il faut s'attendre à une accélération des cadences de production de cet appareil-là. Et petite note, parce que je sens que cette année, mon souffle-douleur, ça va être Embraer. Une petite note. Avec les chiffres du troisième trimestre de 2020, Embraer avait livré 16 avions civils, 16 avions commerciaux, pardon. On exclut les avions d'affaires. Si on prend juste les avions commerciaux, ils en avaient livré 16 seulement. Donc, tenant compte de la tendance qui s'est maintenue depuis le début de l'année, c'est pas impossible qu'en 2020, Comac finisse avec plus de livraisons d'avions commerciaux qu'Embraer. Et si ce n'est pas en 2020, dites-vous que ça va être en 2021, fort probablement. Un phénomène intéressant, Comac est en train de dépasser Embraer dans les avions commerciaux. La tortue, le lapin, en tout cas, tu sais. Oui, la tortue dans le cas de la Chine. À part que la Chine, là, ça fait 60 ans, là, mais bon, quand même. C'est sûr qu'à l'échelle de l'univers, c'est trop rien. C'est ça. Oui, tout à fait. OK. Conair fait des conversions. On parlait des Q400 tout à l'heure. Ouais. Bonne et mauvaise nouvelle pour The Evelyn, en fait, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas des avions neufs. La bonne nouvelle, c'est que ça retire 11 avions usagés du marché. Mais si vous voulez mon avis, The Evelyn a besoin que les avions usagés disparaissent. Alors, j'explique. Rien de tel qu'une rareté artificielle. Ouais. Conair a déjà avait signé une entente avec Bombardier à l'époque, où vous étiez encore propriétaire du programme, qui leur permet de convertir des Q400 en avions de combat contre les incendies de forêt. Ouais. Et au début, ils convertissaient des avions neufs. Lorsqu'on nous a annoncé hier, la semaine passée, c'est qu'ils achetaient 11 avions usagés, des anciens appareils de Flybe,
pour les reconvertir en avions de lutte aux incendies. D'après moi, Conair a sauté sur une occasion parce que Flybe, toute la flotte a été clouée au sol en début d'année 2020. Le prix de vente des avions des Q400 usagés a baissé de 2 millions de dollars durant l'année 2020. C'est-à-dire, je m'explique, un Q400 de 10 ans d'âge, le prix est passé de 8,5 à 6,5 millions. Et 15 ans d'âge, on parle de 6,5 à 4,5 millions de dollars. Alors, ils ont probablement négocié en bas de ça. C'est impressionnant. On peut acheter un Q400 pour le prix d'un TBM. Ouais, c'est fou pareil. Hein? C'est peut-être... Ouch! Ouais, mais alors ça, c'est intéressant. Et moi, si j'étais à la place de Conair, j'achèterais les avions qui ont le plus d'heures, qui sont le plus proches des révisions C et D, parce que de toute façon, pour faire la conversion, ils vont vider l'intérieur de l'avion, ils vont enlever ils vont refaire les côtés aussi. Il faut qu'ils touchent à la structure extérieure puis au revêtement extérieur. Donc, ton C-check ou ton D-check te coûte presque rien parce que de toute façon... Oui, mais ça n'a pas rapport avec le C-check ou D-check, André. Ouais, si tu les prends trop vieux, ta structure va être... ta structure vieillit, ton fuselage se tord avec le temps. Donc, tu sais, d'un point de vue métallurgique, ta structure vieillit. Donc, même si tu fais passer à travers des C-checks et tout ça... il y a un nombre de cycles limité, je suis d'accord. Exactement. Mais la modification avec le gros réservoir, c'est un réservoir qui est externe. Hein, parce qu'ils s'enlèvent ce réservoir-là. Comme les Français, ceux qu'ils ont, ils peuvent les enlever pour faire d'autres choses avec les avions. Oui, mais ils doivent être obligés de rajouter des supports. Il faut faire des modifications dans la structure d'avion pour être capable. Oui, mais le réservoir n'est pas structurel. OK, il n'est pas structurel. OK, c'est bon. Donc, mais de toute façon, quand tu convertis pour des avions de lutte aux incendies, on s'entend que les avions vont faire beaucoup moins de cycles qu'un avion de ligne. Oui, mais c'est parce que ça se fait brasser, là. Ça brasse plus qu'atterrir à Toronto Island. Ce que tu n'as pas en pressurisation, parce que le fuselage gonfle et tout ça, ce que tu n'as pas en pressurisation, tu l'as en load et en G-load et tout ça. Là, fait que, si vous voulez voir que ça fait un avion qui a trop de load, là, il y a des vidéos du Hercule puis de toutes sortes de patates qui perdent des ailes là, sur YouTube. Là. Ouais. Donc les avions, surtout ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils modifient. Ils mettent des capteurs de force dans les ailes puis partout, pour voir, puis ils suivent la fatigue que l'avion reçoit avec les... Moi, j'ai une autre question. Il m'est vu... Avec la lutte. Oui. Il y a comme une petite question qui est apparue pendant qu'on parlait de ça. Oui. Si tu modifies les Q400 pour la lutte aux incendies, le système de réduction du bruit, le quiet system, t'en as plus besoin, t'enlèves ça. Oh non, la cabine est vide. Tu t'enlèves tout ça. T'enlèves ça. En fait, je sais pas, parce que je sais que ceux que la France a, qui ont été modifiés par Conair puis Fields, je crois, Greg, corrige-moi si je me trompe, eux, ils sont comme en mode combi, qu'ils gardent les sièges dans l'avion. Ouais. Donc, ils peuvent transporter des sapeurs-pompiers. Et en plus, un coup qu'ils ont débarqué, ils sont peut-être pas tous marseillais, les sapeurs-pompiers. Là. Wow. Ah non. Mais, mais à ce moment-là, oui, probablement qu'ils peuvent le garder, effectivement. Là, parce que l'avion est tellement puissant que c'est pas peut-être le 200 livres de cossin qui réduit le bruit qui va changer de quoi dans la vie de l'avion. Là. OK, ça, OK. C'est fort, là. C'est pas un Dash 800, là. Expliquez à cette personne complètement extérieure à l'enjeu, pourquoi tu modifierais un avion plutôt que d'acheter un avion déjà fait pour être... Le prix. C'est tout? Il est vraiment moins cher? Aussi le fait que si tu as un endroit qui est désertique, qui n'a pas de lac, ça te donnerait d'avoir un hydravion qui va aller sur l'eau, il n'y a pas de lac. Tu vas faire quoi avec ton CL415? Puis il y a aussi le fait que quand l'avion se rend sur site, tu peux le loader avec du cargo pour les sapeurs-pompiers. Tu peux mettre du cargo dedans, amener des... amener le retardant. Hein, Olivier? C'est ça. L'avion, exemple, est à Marseille. Il y a un feu sur la côte atlantique, là, près de l'Espagne, là, au niveau des Pyrénées. Fait que là, il faut qu'ils amènent des équipements, des pompes, tout ça. Donc, l'avion, pour se rendre à les incendies, ils mettent les pompiers dedans, les équipements, les pompes, les pièces de rechange, tout ça. Puis, ils s'envoient là-bas à 350 nœuds. Et puis, après ça, ils débarquent le monde. Ça va super vite. Fait que dans le fond, ils peuvent déplacer toute l'équipe et tout ce qu'ils ont besoin avec l'avion. Tu décharges tout, puis après ça, l'avion est 100%
Il ne faut pas oublier que pour une attaque initiale, OK, le CL415 a un gros handicap, c'est sa vitesse qui est très basse. Alors souvent, un Q400 qui est prêt à décoller, qui est plein qui a le mélange haut et retardant, qui est en mousse, va se rendre beaucoup plus rapidement sur un feu qui apparaît. En France, ils ont des patrouilles en vol en tout temps quand ça sont des feux en plus avec d'autres avions. Ça ne change rien. Et oui, mais le Q400 par rapport au 415 sur une attaque initiale, il y a beaucoup plus Arriver sur site, c'est vrai, oui, tu as raison là-dessus. Arriver sur site est beaucoup plus rapide avec le 400. Parlez-moi de ça, une belle réponse complète et collaborative. Oui. Hein? Absolument. Fantastique. On les aime. DHL profite de la vente de feu de Boeing. Ben oui, en fait. Puis cette nouvelle-là est intéressante parce que ça rejoint un petit peu Boeing, sur qui on casse du sucre depuis longtemps. Mm-hmm. Et le fait que... Ouais. Et le fait que Boeing essaye de vider ses parkings d'avions. Donc, DHL profite de l'occasion pour... puis c'est clairement ça. Ils ont eu un bon prix. Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'en même temps, ça montre comme quoi la pandémie a changé la donne au niveau du commerce en ligne. Le volume de cargo qui transite de partout, là, on sait plus quoi en faire. Dans les différents articles et nouvelles que j'ai consultés pour cette nouvelle-là, il y a des intervenants qui disent... Dans certains cas, dans certaines régions, certains coins de pays, on ne sait plus quoi faire des boîtes, on ne sait plus où les mettre. Oui, on a vu des photos assez hallucinantes de New York avec des dépôts de boîtes au milieu des rues, puis c'est juste, ça fonctionne pas. Exactement. Donc, DHL profite clairement de l'occasion. La semaine passée, on a parlé que Amazon venait de racheter une douzaine de 767. Fait que clairement, le cargo prend de l'essor. Ce qui est intéressant ici au niveau DHL, c'est qu'ils viennent de commander, ils ont passé commande pour 8 avions, 8 777, là, donc la version qui sort cargo, pas une modification. Ils viennent d'en commander 8 avec une option pour 4. Et ce qui est intéressant à analyser là-dedans, c'est que ces 8-là et cette option pour 4 s'ajoutent aux 14 déjà commandés en 2018. Ils viennent de recevoir le premier des 14 commandés il y a 2 ans. Puis on sait déjà que ce sera pas assez. Là. Donc ça, c'est intéressant. Puis petite note pour finir, Atlas Air, qui est un autre transporteur de gros... Eux, ils ont commandé 4 747-8F. Ça date pas de cette semaine, mais ça s'ajoute au... Puis on peut ajouter qu'Air Canada a eu un contrat pour convertir des 767 en configuration tout cargo aussi. OK. Oui, c'est vrai. Cargo, oui, c'est vrai. La grosse porte, tout ça. Oui, absolument. Ils les vendent à la compagnie qui fait la conversion, puis après ça, ils vont les relouer de cette compagnie-là, si ma mémoire est bonne. Fait que on les change de vocation et en plus, on les enlève de nos livres. Oh, mais le 767, là, je pense que mes futurs petits-enfants vont les voir voler. C'est comme les A300. Mais sans joke, Olivier, le 767, là, petite parenthèse, là, quand ils ont désigné cet avion-là, c'est un des exemples qu'on nommera encore dans 50 ans, là, où ils ont d'avion parfait, là. Tapé direct dedans, mais il est parfait, cet avion-là. Puis dans 50 ans, il va voler encore. C'est comme le A300 pour le cargo, c'est un avion qui est parfait. Oui, absolument. Et tu sais que quand Boeing a commencé à travailler sur le 767, il était prévu qu'il y aurait un navigateur, un mécanicien navigant, et qui ont finalement changé ça. Et c'est pour ça que on m'a fait remarquer ça, c'est un pilote d'Air Canada qui m'avait fait remarquer ça. Quand tu rentres dans le poste de pilotage, à droite, l'espace du mécanicien navigant est encore là, mais il n'est pas occupé. Le tableau qui était destiné à ça a été juste pas ajouté. Alors, il y a un espace vide dans le poste de pilotage. Oui, absolument. Puis Ansett, la compagnie australienne Ansett, quand ils ont acheté leur 767, ils ont fait réinstaller un poste de mécanicien navigant. Puis c'est une des raisons pourquoi ils ont fait faillite. J'espère. Moi, j'allais dire que c'est le jump seat le plus confortable de toute l'industrie. En tout cas, t'as du legroom en masse. C'est ça. Norwegian, qui était en restructuration depuis qu'on a commencé l'aéroport. Depuis 2 ans, je pense. Non, ben c'est ça, exactement. Depuis le jour 1. Ouch. Décide maintenant d'enlever ses vols long courriers. C'est une bonne nouvelle, ça. En fait, c'est pas compliqué, malgré les restructurations. Et petit clin d'œil, André,
à notre feu ex-ministre des Transports. Norwegian a eu de l'aide gouvernementale, mais ça n'a rien donné. Ils sont riches, les Norvégiens, mais d'accord. Mais c'est quand même impressionnant. Écoute, ils avaient une flotte de 132 appareils, 737 et 787 tout confondus, OK? J'ai pas les chiffres exacts de combien chaque, là, mais sur 132 appareils, en date de la semaine passée, il y en a 9 qui volaient. Ouh! Et les 787, toutes, dans l'intégralité, toute la flotte de 787 est grandée depuis jour 1 au mois de mars. Donc, depuis le confinement le 11 mars, c'est ça? Oui, ben ça dépend des places. Mais ouais. Fait que là, ils ont décidé que le long courrier, c'était fini. Donc, on arrête le long courrier, on se restructure et on se recentre sur ce qui a fait notre bonne fortune, c'est-à-dire le low cost, intra-Europe, machin. Ouais. Et fait qu'ils repartent avec 50 appareils. Puis ils espèrent remonter à peu près à 70, une flotte à peu près 70 appareils aux alentours de 2022. Puis dernier point très intéressant pour notre feu ex-ministre des Transports, eh bien, financement. On espère lever entre 450 et 600 millions de dollars de financement d'ici un an. Ouf! C'est du refinancement, ça, messieurs? Hein, madame? Absolument. Ils avaient une trentaine de 787 long courrier, là, donc du 9, du 787 Dash 8, Dash 9. Là. Ouais. Et c'est ça. Donc, la pandémie a sauvé, c'est drôle à dire, hein, mais la pandémie a sauvé Norwegian parce que là, tout d'un coup, on s'est senti l'obligation d'intervenir. S'il n'y avait pas eu de pandémie, ils seraient morts. Il n'y aurait pas eu d'intervention spéciale. C'est bizarre, vrai, mais c'est vrai. Mais t'as raison. Et aussi, là, ça a forcé des concurrents à ralentir, ce qui n'aurait pas nécessairement été le cas dans une situation normale. Avec tout a conspiré pour les aider, finalement. Oui. Oh, c'est bien dit, ça. Tout a conspiré pour les aider. À l'aéroport, personne ne va nous accuser de ne pas avoir de style. All right. Pardon? Si tu parles de conspirer, on sait quel genre de réseaux sociaux tu fréquentes. Moi, j'aime la science, monsieur. Alors, victoire en cours de Dashel contre Kappa. À l'automne 2019, le CAPA, donc le Comité anti-pollution de l'aéroport de Longueuil, avait déposé une nouvelle requête en cours à cause du bruit à l'aéroport de Saint-Hubert. Oui. Et curieusement, à la première audience au mois de décembre 2019, ils ont modifié leur requête. Là, ils se sont embarqués dans une guerre juridique avec l'aéroport parce que l'aéroport contestait cette modification-là parce que, bon, ça modifiait la requête sur son fond. Après ça, ils ont fait une deuxième modification. L'aéroport s'est encore opposé. Et finalement, toutes les requêtes ont abouti le 14 janvier dernier. Le juge a rendu un jugement. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'émission. C'est le juge Castonguay, je pense. Hein? Oui, le juge Castonguay a rendu jugement et toutes les demandes du CAPAL ou de comité anti-pollution ont été rejetées. Et non seulement cela, mais le juge s'est rangé du côté de l'aéroport, donc et de ses procureurs, qui disaient qu'il y avait eu abus de procédure de la part du comité anti-pollution. Donc, on ne peut plus jamais déposer une procédure au nom de CAPA. Peut-être pas jamais, il faut jamais dire jamais en justice, mais l'implication importante de cela, c'est que ça ouvre la porte au juge à demander au comité anti-pollution de payer pour les frais juridiques de l'aéroport, parce que là, tu as fait abus de procédure, tu as été trop... Donc, c'est un jugement important dans la mesure où les gens de la CAPA, maintenant, ont plus beaucoup, comme tu le mentionnes, plus beaucoup de recours juridiques, et ils font face à peut-être une obligation de devoir rembourser l'aéroport de Saint-Hubert pour ses frais juridiques. Et Denise sera pas contente, hein? Mais est-ce qu'on a une idée très sommaire des arguments qui ont été retenus par le juge pour dire que c'était des procédures abusives? C'est qu'elles étaient frivoles par moment. Puis ce que le juge a expliqué, c'est que après avoir déposé la première requête en cours, après avoir vu les arguments de la défense, le juge, il dit, les gens se sont rendus compte que leur requête avait très peu de chances de succès. Alors, plutôt que de la retirer, ils l'ont modifiée dans l'espoir de
de pouvoir la maintenir ou de réussir. Alors, la modification a été déposée la journée de l'audience. Donc, là, la défense n'a pas la possibilité de présenter, d'argumenter sur ça. Elle n'a pas reçu. Non, c'est de la mauvaise foi. Et que, ils reprennent. C'est parce que le problème du comité de défense des citoyens, c'est qu'ils reprennent des choses déjà connues. C'est déjà des arguments. Puis, ils ont essayé de faire, dans leur démarche, ils voulaient déclarer que Saint-Hubert était un aéroport aérien distinct, un espace aérien distinct de la région de Montréal. C'est un peu ce que le juge a admis. Puis, écoute, on ne peut pas séparer l'espace aérien de Saint-Hubert du reste des espaces aériens de la région de Montréal. Puis on n'a pas juridiction, alors c'était frivole. Il a jugé ça frivole un peu comme requête. Donc, c'est pour ça. Oui, frivole. Bon. Ça, c'est le terme. C'est un terme poli que les juristes emploient. Je vous laisse aller chercher dans les dictionnaires des synonymes, puis vous pouvez aller dans le langage populaire aussi et vous ferez vos interprétations. En gros, donc, sans fondement. Mais il va falloir quand même, pour cette histoire d'aéroport de Saint-Hubert, il va falloir à un moment donné que les citoyens se branchent, puis qu'ils décident finalement de qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis qu'on prenne une décision. Parce que ça va pas durer comme ça pendant encore 50 ans. Là. Bruit, pas bruit, avion, pas avion, décollage, puis pas décollage. Quand il pleut. Non, mais c'est ça. Soit il y a trop de décollage, soit il décolle pas dans le bon sens, soit il y a toujours quelque chose, Olivier. En ce moment, j'ai un contrat à l'aéroport de Saint-Hubert avec un opérateur de l'aéroport de Saint-Hubert. Et tout ce qu'on entend là, d'histoire, tiens, une nouvelle plainte, tiens, une nouvelle ci, une nouvelle ça, c'est des affaires comme ça, Olivier. C'est décollage pas à la bonne heure, atterrissage pas à la bonne heure, pas dans le bon sens du vent, pas décollage mais il pleuvait. C'est toujours des arguments, des affaires de... Fait que, OK, les gens ont le droit de pas être d'accord, quoi que ce soit, c'est correct. Moi, mon point, c'est que on peut-tu, éventuellement, là, se brancher? On le garde cet aéroport-là ou on le garde pas, puis on prend une décision. Let's go. Je vais vous conter une anecdote que le directeur d'une école de pilotage à Saint-Hubert m'a conté. Je nommerai pas l'école de pilotage à Saint-Hubert, puis il y en a plusieurs. Donc, pendant le premier confinement qu'on a reçu au mois de mars 2020, qui a duré qui a duré tout le mois d'avril, il est rentré 200 plaintes de bruit contre les écoles de pilotage à Saint-Hubert. Le problème, c'est que pendant le mois d'avril, il n'y a aucune école à Saint-Hubert qui a fait de vol. Fait qu'on a un système automatisé de plaintes au sein de certains groupes citoyens? Ouais, il y a pas de. C'est pas comme celui de l'aéroport de Montréal-Trudeau, là, où il y a un système automatisé, mais il est quand même rentré plusieurs plaintes pendant le mois d'avril contre les écoles de pilotage qui ne volaient pas. Ça, c'est un peu étrange. Maintenant, ça veut dire qu'on a confondu ça avec des activités militaires? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, moi, regarde, en ce moment, ma conjointe et moi, on a vendu notre maison en campagne et on cherche une nouvelle maison. À un moment donné, on en voit une, bien intéressante, et le terrain adjacent est vacant. C'est-tu ce qu'on a fait? On a appelé la municipalité, la question, puis on a demandé quel était le zonage de ce terrain-là. Alors, il était commercial et industriel. Et on a dit, non, on ne va même pas visiter la maison parce qu'on est conscient que le zonage adjacent, ça veut dire qu'on peut avoir un entrepôt qui va s'installer là avec des camions qui vont rentrer 24 heures sur 24. Mais bravo, André. Non, mais sincèrement. C'est ça ton rôle de citoyen quand tu achètes une maison. Absolument. Absolument. Et c'est public. Et c'est public. Toute cette information-là est publique. On va leur dire encore une dernière fois, là, si possible. L'avion a été bâti en 1923, c'est bien ça? L'aéroport, excusez-moi. Olivier, corrige-moi parce 27. Que probablement je me trompe. 27, voilà. L'aéroport a été bâti, pensé, réfléchi à partir de nonobstant et égal à 1927. Je veux dire, il y a de bonnes chances qu'il eût été là avant que tu arrives, donc il y avait moyen de te renseigner avant, OK? Ouais, c'est correct, on l'a dit, on en a déjà parlé, mais c'est ça pareil. Les arguments qui tiennent pas la route avec les opposants, ce Greg, là, c'est... Et l'aéroport de Saint-Hubert, c'est pas Area 51 aux États-Unis. On s'entend, elle est identifiée sur les cartes. On connaît sa vocation. C'est pas caché. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, ce qui est dérangeant avec les opposants à l'aéroport, donc les gens qui se plaignent du bruit,
quand on leur dit que, en fait, il y a moins de mouvements à l'aéroport maintenant qu'il y en avait dans les années 80, ils disent que c'est des menteries, que Transport Canada puis Statistique Canada mentent. Puis oui, mais c'est la même logique que tous ceux qui disent que les masques, ça marche pas, que les vaccins, ça marche pas. Ces gens-là, faut leur faire des phrases complètes. Hein. Tu dis non. Point. Bon. Et là, la Cour vient visiblement on sait qu'on de est vous donner contre raison. eux, là. Non, mais c'est correct. Puis je veux pas que ces gens-là sentent qu'on dise qu'ils sont donc bien niaiseux, quoi que ce soit. Heureusement. Non, mais il y a un côté, à un moment donné, moi, je suis sincèrement, Olivier, intéressé par la réflexion. Pour de vrai. La réflexion, c'est ça. Pas dans ma cour. Ça me dérange au jour d'aujourd'hui. Peu importe l'historique, peu importe ma responsabilité personnelle d'avoir pris la décision d'acheter la maison-là. Oui. Regarde à quel point les gens, en plein mois de janvier, soudainement, ils ont un urgent besoin de sortir après 8 heures de chez eux. Quand tu vas voir, puis c'est laid dehors. C'est vrai, bon point. C'est la même affaire. Exactement. C'est la même chose. Je suis entièrement d'accord là-dessus. En passant, si ça vous intéresse, je peux vous louer mon chien les soirs de semaine. Oh. Je prends toujours des marches après 8 heures, moi. Note. Sérieusement, il suffit que quelque chose soit interdit pour que tu aies une folle envie de le faire. Là-dessus, on va faire un tour en Europe. Un tour ultra rapide, André, parce qu'on a une micro-nouvelle et on dit pas qu'il se passe rien en Europe, mais bien entendu, faut établir un certain seuil du style de nouvelles dont on va parler. Ça peut pas être trop régional, ça peut pas être... Et donc, cette semaine, il y en a une. Mais ça a été pas mal régional, je te dirais, parce qu'on parle pas mal du Québec depuis le début de cet épisode. Non, mais si, quand on parle de l'Europe, on peut pas donner une nouvelle d'une région éloignée qui, tu sais, à un moment donné... Ben moi, c'est pas compliqué. Quand je parle de l'Europe, c'est uniquement des pays où je peux mettre de l'argent caché quelque part que personne ne le saura. Ou bien manger, un des deux. Ou bien manger. Damn! Ça, c'est à peu près toute l'Europe, là, finalement. Oui, c'est finalement, t'as raison. Ça saoulait, hein? Ouf, commence à avoir faim d'ailleurs. Arrêtons de parler de ce sujet-là, ça va mal virer et les micros vont ramasser des bruits incongrus. Livraison du 100e PC24, André. Y a-t-il quelqu'un ici qui aime pas le PC24? Oh my God, y a-t-il quelqu'un qui aime pas Pilatus tout court? OK. Non, on les aime, les Pilatus. Bon. Ça faisait une double négation, mais je pense que tout le monde a compris qu'il y a un amour véritable ici. Ah oui, on les aime. Alors, le PC24, qui est en fait le premier véhicule ultra sport aérien, a atteint le cap. Décapotable, tout. Il a atteint le cap de la 100e livraison en janvier 2021. Alors, pour un rappel historique, c'est en 2015 que l'avion a volé pour la première fois. Première livraison en début d'année 2018. Certification en décembre ou en automne 2017. Et donc, début des livraisons en 2018. Et là, on est rendu à la 100e livraison. Ça va bien pour le PC24 parce que vous remarquerez qu'ils font jamais les manchettes. Hein? Il n'y a pas de PC24 qui font les manchettes. Ça veut dire ce que ça veut dire? C'est fiable, c'est des bons avions. Ben, Pilatus, ils n'ont pas la réputation de faire des affaires tout croche, là. Oh non. Chez les mécaniciens aussi, si je me trompe pas, Greg. Oui, non. De façon générale, ils sont très appréciés. Puis, on a eu un Pilatus, puis on a eu le Piaggio, qui étaient deux avions qui répondaient aux mêmes besoins, c'est-à-dire l'entraînement de base des pilotes militaires. Ouais. Le Piaggio, on faisait l'entretien là-dessus, on s'arrachait les cheveux, d'ailleurs. Ouais, OK. On se demandait qu'est-ce qu'il avait fait pour concevoir ça. Le Pilatus, tout était simple, il n'y avait rien de compliqué là-dedans, là. C'était assez incroyable. Non, de façon générale, c'est très apprécié quand même. Ouais. Et en plus, c'est un bien pour sa motorisation. Et en plus, ben, on l'aime, mais le PC24, c'est motorisé par Williams. Désolé. Mais bon, c'est Pilatus, on leur pardonne. Peut-être qu'un jour, ils vont réaliser leur erreur et qu'ils vont aller... Non, à ce niveau-là, malheureusement, je suis obligé de dire, André, que... OK, c'est un bon choix. Ben, le moteur en lui-même, je sais qu'ils ont des gros problèmes d'approvisionnement et tout ça, mais le moteur en lui-même semble être... Il fait la job. Il faut comparer, il faut être technique. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Basé sur un missile de croisière. Ouais, mais ça, c'est les ancêtres du Williams, du FJ44. Ouais, mais c'est quand même l'ADN des missiles de croisière. Tellement. OK, fait que c'était, c'est bye l'Europe. Pour les gens, je te demande.
Quoi? La compagnie Williams, ils ont débuté en faisant des moteurs pour les missiles Tomahawk, les petits turbofans. Absolument. Et puis, avec cette technologie-là, ils ont commencé à faire des plus gros moteurs. C'est bizarre qu'on soit passé de moteur jetable à moteur de Pilatus qui est comme... Mais en fait, premièrement, messieurs, laissez-moi vous rappeler à l'ordre, c'est le Dr. Williams qui a développé ces moteurs-là. Et initialement, c'était des turbojets qui étaient effectivement, Olivier, installés sur des missiles de croisière. Et on était tellement contents qu'éventuellement, on leur a demandé, Cessna, pour ne pas les nommer, on leur a demandé, hey, seriez-vous capable de faire un petit moteur cute pour un jet privé? Puis c'est comme ça que le FJ-33 est arrivé. Et de là, ceci étant dit, oui. Moi, je trouve que j'ai assez travaillé pendant cet épisode-ci, alors je me cale bien confortablement dans ma chaise. Attends, André, on n'avait pas une nouvelle. Mais on va y revenir. Oh non, mais attends, on va y revenir à ça. On va y revenir. Il va tomber de sa chaise. Moi, je veux le voir tomber de sa chaise. On va y donner un break. Olivier, le Parlement grec approuve l'achat de Rafale. Hoppa! On en avait parlé déjà dans un autre épisode de la Grèce qui a acheté 18 Rafales. Oui. Donc, la Grèce qui a une longue tradition d'avions de chasse français avec les Mirage 2000. Et puis là, ils ont acheté 18 Rafales. Donc, la Grèce qui se rééquipe de façon substantielle. On vous en a parlé, je pense, même c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ouais. Ils ont aussi eu l'autorisation d'acheter des F-35. Non! Oui. Donc, ils sont à presque rééquipés. Donc, la semaine dernière, on vous parlait qu'ils refont leur système d'entraînement des pilotes avec l'aide de Elbit. Oui. Et puis, là, c'est l'approbation des Rafales. Donc, 18 Rafales. Et puis, les F-35 qui s'en viennent. J'ai une question, Olivier. Ils vont pouvoir regarder les Turcs faire... J'ai une question, Olivier. Oui. Question pour toi, donc. Est-ce que les Rafales sont pris dans l'arsenal français ou c'est des nouveaux fraîchement sortis de l'usine? C'est une excellente question. Je n'ai malheureusement pas la réponse. D'après moi, ce seront de nouveaux avions. Mais les Dassault, ce qu'ils font souvent, c'est que quand il y a un pays qui achète des Rafales, ils vont délayer, si on veut, la production pour la France. Oui. Puis ils vont dire aux gars, cette année, on devait en faire 20. Les 20 allaient à la France. Mais là, on va en faire 5 pour les Grecs, les 15 à la France. On va juste mettre ça plus tard. OK. Ça assure plus de travail pour pour tout le monde chez Dassault dans le... Oui, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que dans ces discussions-là, il y avait été question de peut-être éventuellement en prendre dans les plus récents, là, dans l'arsenal français initialement. J'ai vu ça passer, mais je me rappelle pas si c'est avec les Grecs. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que les Rafales, comme tout le monde en a acheté récemment, le Qatar, l'Égypte, l'Inde, les Grecs. Ouais. Donc, non, je pense que c'est pour les Égyptiens. OK, on y reviendra, mais en fait, le fond de ma question, là, tout ça pour dire que est-ce que ça se peut? Non, mais est-ce que ça se peut piger dans un arsenal? Fait que dans le fond, tu sais, la France, c'est ton acheteur principal. Tu dis, va te prendre celui-là et celui-là, et tes envoyés. Les Américains le font souvent. Ah oui? Souvent, les Américains vont vendre des F-16 ou des Hercules, puis ils vont juste dire, tel avion, ça s'en va. Le Canada l'a fait avec les avions australiens, les F-18 australiens. Oui, mais les avions étaient en fin de vie. En fin de programme. Les avions étaient encore en service Australie. Ouais, OK, fine. C'est la même chose. Pareil. OK, fine. Intégration au système F-35. Ouais, le F-35, on vous en a parlé dans notre super spécial en 4 épisodes. Oui. Donc, oui, en France, ils capotent là-dessus. Donc, là, j'ai besoin de mes notes parce que c'est des espèces d'acronymes imprononçables. Donc, le système ASQ-242 et le ASQ-239. Donc, le ASQ-242, c'est la suite CNI, donc communication, navigation et information de l'avion. Et le ASQ-239, c'est le BAS System. Ça, c'est la suite de contre-mesures de guerre électronique. Ils sont déjà intégrés sur l'avion. Mais là, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a un nouveau contrat pour les intégrer encore plus avec des nouveaux codes où il y a plus de fonctions qui vont pouvoir être assumées par ces systèmes-là. Donc, ils vont pouvoir plus être performants, si on veut. OK. Donc, je pensais que c'était plus révolutionnaire que ça. En fait, c'est la caméra infrarouge qui regarde partout autour de l'avion que lui a changé de fournisseur, qui s'est rendu Raytheon pour le futur. On en a parlé dans l'épisode de F-35. Contrat de soutien du F-35. On poursuit dans le sujet. Oui, Lockheed Martin, un contrat de 1,28 milliard qui a été accordé cette semaine. Soutien, c'est pour tous les civils, les employés civils.
qui soutient les opérations du F-35 chez les militaires. Donc, les techniciens qui vont aider les mécaniciens militaires à travailler sur les avions, à réparer les trucs, si on veut. C'est juste pour qu'en continuité, pour tous les opérateurs de F-35. J'ai quelques chiffres pour vous, le F-35, la grosseur du programme. Donc, à date, on a 600 avions de livrés, 26 bases différentes, dont Burlington, juste au sud de les notre Green Mountain Boys! Ouais. 1200 pilotes qui sont qualifiés sur type, 10 000 techniciens qualifiés sur type, et on a dépassé récemment le cap des 345 000 heures de vol pour le F-35. Combien on a d'appareils en commande actuellement? Est-ce qu'on le sait? Ah, c'est 1500, il faudra même Finalement, envers et contre tout, ce programme-là qui a passé près du désastre aura été un succès. Too big to fail, on en a parlé. Too big to fail. On en a parlé. Mais, hey, Olivier, j'ai pensé à toi cette semaine au niveau du F-35 parce que j'ai vu que le Luke Air Force Base venait de taper les 50 000 heures en sortie opérationnelle. Les autres, ils ont beaucoup, ils ont entraîné les F-35, ils ont entraîné les pilotes de paquet de monde, là, la Corée, l'Australie, les Américains. Ouais. Fait que ça fait de l'heure de vol. Les Belges, pas les Belges, les Hollandais. Oui, absolument. Et dernier point trivia, boom supersonique en Angleterre. Ouais, les gens cette semaine ils ont été réveillés d'une façon pas sournoise, mais bruyante. Si on veut, il y a des Typhoons qui ont décollé pour intercepter un Global Express qui arrivait de l'Allemagne et qui avait perdu ses communications. Donc, les avions de la base RAF Königsby ont décollé. Et là, dans le cas d'une interception, le temps presse, donc ils ont accéléré au-delà de la vitesse du son pour l'intercepter le Global Express. Et l'ont escorté jusqu'à l'aéroport de Stansted. Donc, en tout temps, dans tous les pays de l'OTAN, il y a des avions de chasse qui sont en alerte pour intercepter des avions, que ce soit ici au Canada, on va intercepter des bombardiers russes qui viennent rôder, mais aussi intercepter des avions de ligne ou des avions civils qui ont un problème. Ce qu'on appelle en anglais les QRA, les Quick Reaction Alert. Donc, à Bagotville, il y a une zone de l'aéroport de Bagotville à l'écart des installations principales militaires où il y a des F-18 en permanence qui sont armés avec des pilotes qui sont dans leur cabane à côté. Je dis cabane, c'est un euphémisme, mais et en cas de problème, les avions vont décoller et aller intercepter l'appareil en question. Ça a dû rappeler des mauvais souvenirs à plusieurs personnes, une interception bruyante d'un avion allemand. Des vieux, là. Oui, c'est ça. Ouais. Quelques centenaires qui ont mal dormi. C'est plus des... c'est ça. Ça allait moins vite un peu. Ça allait moins vite un peu, effectivement. Les militaires sont toujours là pour surveiller. Si on se rappelle que l'année passée, il y a eu un 767 d'Air Canada qui est parti en Espagne, qui a eu une crevaison au décollage et que ça a causé une panne moteur. Et les Espagnols ont envoyé un avion de chasse, un F-18, pour inspecter le 767 avant qu'il revienne atterrir. Ah ouais, hein? Une inspection en vol? Ouais. Ouais. Cool. Et dans ce cas-ci, je crois que le F-18 était déjà en vol parce qu'il y avait un drone qui rôdait proche de l'aéroport, puis il avait envoyé le F-18 pour essayer de le trouver. Puis ça a donné qu'il était dans les airs, puis lui, il a un problème, OK, on va aller t'inspecter, voir qu'est-ce qui se passe. On est déjà en vol. Ça a dû donner des vidéos intéressantes de la part des passagers. Oui. Puis. Vous faites des recherches sur Internet, il y a des vidéos, c'est assez intéressant de voir le F-18 qui suit le 737, ouais. C'est cool. On les mettra dans les notes. Et d'ailleurs, chers usagers, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous le dire si on oublie de mettre quelque chose dans les notes, ça arrive. Oui, ça arrive des fois. Bon. Hey, juste pour finir sur le point défense, Olivier, concernant les F-35, les discussions de remotorisation, ça a l'air que c'est de plus en plus sérieux. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir faire un update. Oui, mais on en a parlé dans le dernier épisode qu'ils vont probablement avoir un moteur à cycle adaptatif sur cet avion-là. Mais là, on a plus d'informations maintenant. Donc, on peut s'attendre d'ici à la fin de l'année à un update de la série F-35 de l'aéropod. On a de quoi avec les Chinois qui s'en viennent et tout. Là. Ah oui, ça, faut s'y remettre là-dessus. Là. Mais on s'y perd dans ces chinoiseries. Mais attendez-vous à des contenus. Oui, ben c'est ça, exactement. À plus de contenus spéciaux cette année. On va essayer, on va travailler fort pour vous, chers auditeurs. Exactement. Espace. Là, on s'est entendu qu'on se calmait pour parler de SpaceX parce que c'est juste succès continu, toujours des nouvelles choses qui marchent bien. Bon, ça devient un peu plate, là. Là, en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé. On devait parler avant Noël qu'il y avait la Dragon 2, la version Cargo 2, qui est comme la version habitée,
du vaisseau cargo. Donc, il est allé sur la station spatiale. Il avait amené 6000 livres de matériel à la station. Et là, la capsule a ramené 4400 livres sur la Terre, dont des animaux qui avaient passé du temps dans l'espace. Et aussi, ce qui est super intéressant, du vin français qui a été vieilli en apesanteur. Moi, je veux mettre la patte là-dessus. Ça va être un peu dispendieux comme Je pense bouteille. que ça va être assez cher, cette bouteille de vin-là. Ouais. Si tu te fais pas casser par des Chinois, je vais être surpris. Ce qui est intéressant, surtout sur cette mission-là, c'est qu'avant, les capsules Dragon Cargo arrivaient à Californie dans l'océan Pacifique. Celle-ci, c'est la première fois qu'une capsule Dragon Cargo qui atterrit en Floride. Les deux missions, la mission habitée qu'il y a eu sur la station, ils avaient atterri en Floride également, parce que le lancement s'est fait en Floride, donc c'est plus simple de les recueillir là. Et dans le cas de la version cargo, c'est qu'en Californie, ça prenait jusqu'à 48 heures avant que la capsule soit récupérée. Dans le cas de la Floride, c'est en quelques heures, la capsule est sortie de l'eau et est ramenée au Kennedy Space Center. Donc, pour les expériences qui demandent d'être réfrigérées et qui doivent être rapidement transférées aux scientifiques sur la Terre, c'est beaucoup plus pratique. Aussi des animaux... Bof. Ouais, mais ça peut être des trucs dans la glace sèche aussi qu'il faut, exemple, des cultures de bactéries ou des trucs comme ça. Là. Cargo 2, plus d'espace avec électricité pour les expériences. On parle de 12 armoires avec des lockers, là, des compartiments qui reçoivent de l'électricité pour justement garder les trucs au frais. Et l'autre nouvelle d'espace qui est intéressante, c'est que la compagnie de M. Bezos, Blue Origin, a fait un vol suborbital avec sa fusée New Shepard. En fait, c'est hier, donc le 14 janvier, et cette capsule-là qu'ils avaient sur New Shepard, c'était la capsule qu'ils vont utiliser pour des vols habités, et ils ont affirmé aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus trop, là, que ce serait autour du 14 avril. Pas le 14 avril, autour du mois d'avril, qu'ils vont avoir un vol avec des astronautes dans cette fusée-là. Bon, OK, ils avancent et eux aussi, ils utilisent le même principe que Falcon pour le lanceur. Le premier étage, ils récupèrent, donc ils retombent, ils ont un pas de tir ou une pas de réception dans lequel revient. C'est intéressant, donc encore là, on développe, on améliore le concept de premier étage. L'espace devient privé. Oui, quand même, oui. Effectivement. Ouais. On va être privé de l'espace. Ouais. Ben, c'est pas comme si présentement il y avait accès, là, mais bon, on se comprend. Je tiens mon espace. Allez, on revient sur Terre. J'allais dire pour le débat. On se parle en Georgie? Le dossier, oui! Absolument. Ben, on n'a pas les rafales avant? Veux-tu qu'on fasse les rafales avant? Non. Ben, c'est parce que André, il va pas tomber de sa chaise, là. Non, mais comme d'habitude, on met les rafales à la fin, ce que vous devez savoir. Comme d'habitude. Donc, là-bas, ça nous a rappelé à l'ordre, là. Maman du podcast, c'est... Oui, Madame Moellette. Donc, ça me prendrait un bruit de claque là-dedans, quelque part. Ouais, là, absolument. faudrait que j'ajoute ça. Merci. Monsieur Bellemare. Alain, de son petit nom. A été accueilli à bras ouverts par Ed Bastian la semaine dernière. Oui, de Delta Airlines. C'est dans le fond une lettre de bienvenue interne qui a été coulée à un journaliste spécialisé. Et voilà, maintenant tout le monde est au courant. Donc on se demandait où va bien pouvoir atterrir, sans mauvais jeu de mots, Alain Bellemare suite à sa situation. Ouais. Et on savait qu'il était chez un investisseur, mais que ça ne durerait probablement pas. Il était au groupe Carlyle à Washington. Oui, exactement. On se doutait que ça ne durerait pas, mais là, chez Delta, quand même. Oui, mais il faut spécifier où quand même. Les amis, s'il vous plaît. T'aurais dû voir ça sur les réseaux sociaux, les employés de Bombardier qui le félicitaient et qui lui souhaitaient bonne chance. C'était incroyable. C'est un feu roulant. Oui, mais quelle va être sa fonction chez Delta? Investissement. Il s'en va aux investissements. International. À l'international. Ouais. Il va chez Delta ou chez Delta? Chez Delta. J'avoue, hein, avec le petit accent québécois, là. Vas-y, Claudia, t'as l'air parti pour quelque chose, là? Non, mais j'allais vous demander justement, parce qu'en fait, on a clairement eu un dip dans le bon, ben c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Ouais. Voilà. On était craqués en pré-production, puis là, on est comme, bon, ben c'est ça. Ouais, mais craqués, en fait, c'est justement ça la question. C'est même pas craqué de nous-mêmes. Nous, on est comme, je pense que je peux parler en notre nom pour dire, ouais.
Il n'y a rien de tout ça qui nous surprend ou qui nous fâche particulièrement. Ben, en fait, moi, n'en déplaise à certaines personnes au sein des employés et des anciens employés de Bombardier, je maintiens quand même ce que je disais dans le passé. Je ne dis pas que Alain Bellemare est blanc comme neige, mais je dis et je maintiens que nous ne savons pas tout. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Ça s'est mal passé pour ce qu'on connaît, ce qu'on a vu dans les médias. Mais moi, je pense qu'il s'est tramé, il s'est fait des choses, il s'est discuté de certaines choses en arrière, avec, entre autres, malheureusement, parce que je les aime beaucoup, la famille Bombardier. Je pense qu'il y a des affaires qui se sont mal faites, vécues, dites et tout ce que tu voudras, qui fait que ce gars-là n'a pas été capable de faire ce qu'il voulait vraiment. Maintenant, je cherche pas nécessairement à le défendre, mais je pense pas qu'il est entièrement et totalement responsable de ce qui s'est passé chez Bombardier. Je maintiens ça. On sait pas tout, les amis. Premièrement, et deuxièmement, il y a certains moves qui avaient été entamés sous son règne qui ont permis à l'entreprise de s'en sortir, somme toute, pas trop mal cette année. Donc, si les ventes n'avaient pas été entamées l'an dernier, on serait pas nécessairement dans une bonne posture aujourd'hui, là. Il y a Absolument. ça. Absolument. En fait, on va être clair, là, Alain Bellemare, du côté aéronautique, on parlera pas de transport parce que c'est pas les matériels ferroviaires parce que c'est pas notre domaine. Mais Alain Bellemare va passer à l'histoire comme le président d'entreprise qui a vendu le plus de programmes d'avions. Il a vendu le C-Series, le Q400 et le CRJ. Dans le cas du CRJ et du Q400, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il a obtenu de très bonnes offres pour ces programmes-là et que ça a libéré Bombardier d'un énorme fardeau. Entre autres choses, le CRJ, il y avait des garanties, des valeurs de rachat garanties à la fin des baux. Et Bombardier était à découvert de 500 millions juste là-dessus. Alors, il a juste en se débarrassant du programme, en le poussant chez Mitsubishi. Alors, de ce côté-là, c'est correct. Le problème, OK? Puis je comprends, moi, je regarde les employés de Bombardier, leur réaction, puis je la comprends, puis je vais vous expliquer pourquoi. Dans 2010-2015, le projet phare chez Bombardier, c'est quoi? C'est le C-Series. OK? Tout le monde s'entend là-dessus. C'est un avion, c'est une révolution. Les gens chez Bombardier font confiance au C-Series. Les gens voient dans cet avion-là le potentiel. Du point de vue technique, tout le monde, technologique, tout le monde est d'accord, c'est un avion extraordinaire. Il y a du potentiel. Les employés de Bombardier achètent des actions de Bombardier parce qu'ils disent ça, c'est notre avenir, puis on va faire de l'argent avec ça, c'est notre futur. Moi, ça va aller dans mon fonds de pension. J'ai confiance en cet avion-là, à ce projet-là. OK? Évidemment, arrive Alain Bellemare, et là, Alain Bellemare, non seulement ne fait plus confiance, ne croit pas à la capacité de Bombardier de mener ce projet-là à terme, mais il le cède à Airbus, je vous rappelle, pour un montant, il n'y a pas, non seulement Airbus n'a pas acheté le C-Series, mais Bombardier doit en plus de ça continuer de mettre 1 milliard dans le programme alors qu'il est maintenant minoritaire. OK? De sorte qu'on a dépouillé Bombardier de ce que les employés considéraient à juste titre son joyau. OK? Et l'action puis sous le règne d'Alain Bellemare, l'action de Bombardier a connu une chute extraordinaire. Je pense que peu importe ce qui aurait été fait, ça serait arrivé quand même. Et de ce point de vue-là, pour les gens de Bombardier qui ont investi dans l'entreprise, qui ont mis cœur, âme et argent dans ce projet-là, ils ont eu l'impression de se le faire voler un peu. Tu comprends-tu? Et ce sentiment-là est compréhensible. Et je pense pas que les gens vont jamais pardonner à Alain Bellemare la cession du C-Series à Airbus. Maintenant, il faut mettre les choses dans leur contexte. Et on oublie souvent, les gens ont tendance à penser qu'à partir du moment où la certification de l'avion est connue et d'un avion de ligne est complétée, puis qu'on commence à les livrer, les gens pensent qu'on va commencer à faire de l'argent tout de suite. Ce n'est pas ça. La période souvent la plus dispendieuse dans un programme d'avion, c'est les 3 à 5 premières années de sa commercialisation, de sa production. Tu produis des avions à perte, parce qu'il a fallu que tu les vendes à perte pour intéresser les compagnies aériennes. Tu n'en produis pas un assez grand volume, tu n'as pas assez d'expérience. Il y a des problèmes qui apparaissent. C'est normal, tous les programmes d'avion ont des problèmes à leur début.
Donc, tu as besoin d'investir dans tes infrastructures, tu as besoin d'investir énormément dans ta commercialisation. Je vais aller un step plus loin, c'est pas les 3 à 5 premières années, c'est les années 3 à 5. C'est pas le début, c'est juste après. C'est là que les plus grosses dépenses arrivent. Mon évaluation à moi, c'est qu'il y avait encore au minimum 3 milliards de dollars à investir dans le C-Series au moment où il a été cédé à Airbus. Je me souviens, la seule fois où j'ai eu l'occasion de discuter seul à seul avec Alain Bellemare, il m'avait dit, quand j'étais chez Pratt & Whitney, nous autres, on se posait la question entre nous, comment Bombardier allait réussir à financer ce programme-là. Et quand il est arrivé avant d'accepter le poste chez Bombardier, il a demandé à voir les livres et il a dit que ça lui avait pris une demi-heure à prendre sa décision. Ça veut dire que la décision étant de céder le programme, Bombardier ne pouvait pas garder le programme. Ça veut dire que chez Bombardier, la famille était au courant que c'était l'intention d'Alain Bellemare de divertir de ce programme-là, de s'en départir de ce programme-là. Je comprends très bien, André, la tentation du bouc émissaire dans cette situation-là. Je la comprends parfaitement. Oui. Elle est humaine, entre autres, parce qu'elle permet de simplifier une situation qui est extrêmement complexe. Ceci étant dit, ça amène aussi une fausse dichotomie dans la situation qui est soit Alain Bellemare scrapait tout, soit on s'en sortait super bien. C'est pas du tout ça la réalité. Ce que tu viens de mentionner, André, ce point-là, le fait que pour soutenir l'entrée en service, la mise en service et le soutien technique rattaché à ça, ça demandait, j'ai entendu 2, j'ai entendu 3 milliards, bon, on va dire 2,5, tiens, pour couper la poire en deux. C'est cet argument-là qu'on oublie tout le temps. Dans les discussions qu'on a, j'en ai eu, Dieu sait si j'en ai eu beaucoup. J'ai perdu des amis à cause de la C-Series, là, je le dis ouvertement. Là. Il y a des gens à qui je n'adresse plus la parole et qui ne m'adressent plus la parole parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde concernant ce projet-là. Mais le problème, c'est qu'il faut regarder les faits et les choses en face. C'est pas le produit qui était pas bon. C'est Bombardier qui n'avait pas les moyens de le garder en vie. Et on oublie tout le temps ça. Puis ça n'empêche pas j'ai beaucoup d'empathie. Je connais personnellement des gens qui ont travaillé sur ce programme-là, qui ont perdu leur job. On trouve pas ça drôle, on rit pas de ça. Là. Non. Mais encore une fois, ce que tu viens de mentionner prouve bien qu'on ne sait pas tout. Oui, c'est clair. Et je te ferai remarquer, quand je t'ai parlé de 3 milliards, et je rappelle qu'au moment, avant d'entrer en fonction, avant qu'Alain Bellemare entre en fonction, Bombardier a annoncé qu'elle faisait une radiation d'actifs de 3 milliards de dollars sur le Lear 85. Moi, je demeure persuadé que c'est le Lear 85 qui a tué Ah, tout à fait. Oui. Qui a tué financièrement, c'est ça qui a... C'est un Lear trop loin, ça. Absolument. Puis Alain, je vais te confirmer, André, là, à l'interne, maintenant que ce projet est mort et enterré, là, je te confirme que les discussions à l'interne avec des employés, eux autres sont totalement convaincus que si c'est pas ça que tu es le C-Series et tout ça, là, c'est sûr que ça a contribué. Écoute, on en a déjà parlé, je pense, cette usine à Querétaro qui fabriquait des pièces en composite alors qu'on a la difficulté à aller chercher des pressions négatives suffisantes pour faire du bagging sur du composite, etc., etc. Plein de niaiseries comme ça. T'as entièrement raison. Mais encore une fois, un autre très bel exemple de choses qu'on oublie de mentionner quand on parle de ce projet-là, de tout la grosse histoire de la C-Series. Puis on regarde aussi la question du succès commercial. Parce que là, on se dit, ben oui, mais l'avion a marché, il est parfait, fait que les ventes vont continuer. Les gens oublient que les compagnies aériennes, quand elles sélectionnent des appareils, elles sélectionnent pas juste des appareils. Elles sélectionnent également un fournisseur. Ben oui. Et là, ces entreprises-là commençaient à avoir peur que le fournisseur fasse faillite, avec raison, ou ne puisse pas les soutenir à un niveau suffisant. Absolument. Et donc, il est vraiment pas dit que Bombardier, même s'il avait eu les moyens de continuer à investir dans la commercialisation et le développement du programme, aurait eu un succès commercial. Puis là, il y a une question d'un effet d'entraînement. Il n'inspirait pas confiance. Exactement. Bombardier, on va le dire comme ça, André, là, Bombardier, au niveau de la mise en service de l'appareil, non seulement n'avait pas les moyens, comme tu l'as mentionné, mais il n'inspirait pas confiance aux différents opérateurs qu'il sollicitait.
c'est parce que le contexte économique dans lequel était Bombardier à ce moment-là n'inspirait pas les gens. C'était pas une question technique, on est d'accord. Oui, on n'arrête pas de dire que l'avion est fantastique. Voyons, l'avion est fantastique, les gens qui ont travaillé dessus, ils savaient vraiment quoi, c'est vraiment pas ça la question. Oui. Mais pour revenir à Alain Bellemare, cependant, il faut avouer qu'au niveau de la perception et des apparences, c'est pas le move idéal qu'il vient de faire. Et je m'explique. Alain Bellemare, quand il était président de Bombardier, a signé une entente historique avec Delta. Et Delta, c'est la compagnie qui a payé ses avions le moins cher. On s'entend? Comme tout premier acheteur. Ouais, exactement. Oui, ça j'argumente pas là-dessus, tu as raison. Tu pourras rajouter, en fait, tu devrais rajouter des commentaires comme ça si tu en as, parce que ça vient expliquer des choses. Après avoir signé ce deal-là, l'an passé, Alain Bellemare a quitté Bombardier avec une bonne prime de séparation. Je vais le dire comme ça, on s'entend, il y a pas... Et là, il se retrouve chez Delta, comme si Delta Airlines avait dit, pour service rendu, on te rembauche. Tu comprends-tu? Les gens sont un petit peu mal à l'aise de ça. Ce qui n'est probablement très certainement pas le cas. Là, mais... Les optiques sont mauvaises, je vous le donne, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais regardons juste l'autre bord, pour faire ce qu'on fait depuis le début. Là. Ouais. Moi, je signe un contrat avec une famille toute puissante. Ouais. Qu'est-ce que je fais mettre dans un contrat? Une sécurité au cas où quelqu'un au sein de la famille aurait un coup de sang contre la stratégie qu'on a mis en place ensemble. C'est vrai. Ça, c'est une bonne on s'entend, s'il n'avait pas été mis dehors intempestivement, cette prime-là n'aurait pas existé. C'était une prime de séparation. Oui, non, exactement. Tout à fait, absolument. Ouais. Fait que donc là, je comprends de quoi ça a l'air. C'est vrai qu'il y a eu une prime de millions pendant que la compagnie était en difficulté, qui était supportée par le gouvernement. Moi, mon point, c'est pas il aurait jamais dû la prendre, c'est la famille n'aurait pas dû le mettre dehors comme ça. C'est ça mon point. Okay. Absolument. Là, après ça, comme je vous dis, je suis tout à fait d'accord que je comprends que ce soit frustrant et tout. Ouais. Je vous le donne. Oui, c'est tout à fait là-dessus. Mais tu sais comme moi, Claudia, qu'en communication, ce qui compte, c'est pas la réalité. Optics c'est la perception. are everything. Non, on est d'accord. Non, on est d'accord. Absolument. Ceci étant dit, comme d'habitude, et puis je pense que c'est un débat... je sais pas, le postmoderne, là, les situations complexes donnent lieu à des opinions ultra tranchées et simplistes depuis quelques années. Puis cette situation-là tombe là-dedans. Oui, absolument. Dans cette catégorie de... Oui, s'il y a une chose que les gens qui nous écoutent, puis si dans les gens qui nous écoutent, il y a des anciens ou encore des employés de Bombardier, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que on cherche pas à excuser. Non, absolument pas. Il n'a pas été parfait. Là. S'il y a une chose à retenir de tout ce qu'on a dit, c'est que ce qui s'est passé avec Alain Bellemare, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et qu'à travers ça, il ne faut pas oublier, je l'ai déjà dit, je le répète, il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a des choses, il s'est passé des choses avec la famille qui fait qu'on n'a pas toute l'histoire. T'sais. Et aussi, ce n'est pas un portrait. C'est pas lui, il est responsable de la situation du moment où il est parti au moment où il est arrivé. Exactement. C'est pas comme ça. Il y a des situations qui avaient été dis pas, à travers tout ça, je dis pas que Alain Bellemare est la personne la plus agréable à côtoyer. Là. C'est pas ça que je dis non plus. OK? Donc, si tu m'arrives avec un argument de dire, en tout cas, il a pas l'air d'une personne très attirante, pour aller jaser avec, c'est un point. Mais non, j'ai pas dit qu'il est pas le fun à jaser avec, André. Non, mais de toute façon, probablement. C'est juste que tu le regardes comme ça, même sur sa photo de Delta, si vous l'avez vu passer, le petit carton, là, il est pas invitant. OK? Fait que il me fait penser à Maxime Martin. Fait que, on s'entend que ça aide pas non plus à véhiculer. Ça continue à véhiculer cette image de. Ton point, c'est qu'il y a une face à claque, c'est dans ce sens-là? Bon, OK, on va le dire comme ça. OK, c'est beau, je comprends. Fait que, non, mais c'est parfait. Non, mais je me demandais c'était quoi, je rentrais. T'as très bien résumé ça, c'est excellent. Merci de me ramener dans le droit chemin. Fait que oui, effectivement, il est pas avenant. Il a pas l'air avenant, même si André, tu t'en allais dire que peut-être pas, c'est pas si. Je suis d'accord avec toi. Il est probablement intéressant à jaser avec, là, mais il a pas l'air. Il n'était pas capable de gérer les perceptions médiatiques. Il y avait beaucoup de misère avec ça. C'est un fait.
Et ça paraît. C'est ça le. Fait que donc, à tous ceux qui nous écoutent, regardez les boys, les filles, on comprend tout ça. Mais là, je pense qu'il faut relativiser un petit peu. Moi, je suis curieux. Je paierais cher, là. Je suis prêt à donner mon lunch, je pense. Ben, il y a peut-être un livre qui va sortir à un moment donné. Hein? Ah ça non, serait mais intéressant. écoute, André, je sais pas, t'es-tu aussi curieux? Moi, je rêve. Sérieusement, là, je rêve de savoir c'est quoi qui s'est passé dans les coulisses. Là. Qu'est-ce qui a merdé si tant que ça? Je veux dire, il y a quelque chose qui fait... Ça se peut pas que ce gars-là ait mené des combats aussi relativement réussis, là, parce que, bon, il y a eu des restructurations un peu douloureuses chez Pratt aussi, là, mais il reste quand même que, bon, d'un point de vue management, jusque-là, c'était un succès total, là. Ben, c'est que c'est quelqu'un de très... Polarisant? Ouais, très dans ses décisions. Quand tu dis c'est là, je m'en vais. Et je vais vous donner Et quand je vous dis, des fois, il n'est pas toujours conscient de la situation, je me souviens très bien que quand il est arrivé, quand ils ont procédé à l'annonce de la vente du programme CRJ à Mitsubishi, tout après le Bourget 2019, donc à la fin du mois de juin 2019, Merci. Il est arrivé à Mirabel devant les employés, puis il était tout content, il était tout de bonne humeur. Tu comprends-tu? Parce que, hey, on a vendu le programme. Ouais. Les employés, c'est comme, ben là, Mm-hmm. Les jurons sortaient. Peut-être un petit manque d'empathie, là. Ben, c'est que lui, dans sa tête à lui, il venait de réussir un bon coup, tu comprends? Je comprends son point de vue à lui, je comprends parfaitement leur point de vue à eux. Et voilà, il n'avait pas réalisé que pour les employés, c'était pas une bonne nouvelle, là, tu sais. C'était un deuil, puis c'était... Non, absolument. Ouais. C'est pour ça qu'il était impopulaire, parce que s'il est arrivé là, puis qu'au lieu de sauter le joie, il avait dit aux employés, vous savez, ça a été une décision difficile à prendre, mais voici on a fait pourquoi. Ce qu'on avait à faire, puis ouais. Mm-hmm. Puis qu'il avait présenté ça, de regarder le montant d'argent qu'on retient pour le programme, c'est bon pour la... Peut-être qu'il aurait été perçu différemment, mais en arrivant triomphant comme ça, tu pars perdant avec... C'est sûr. C'était vraiment pas habile. Ceci explique cela. Fait que, oui, absolument. C'est ce qu'on dit depuis tantôt. C'est complexe. Cette situation-là, cette histoire-là est très complexe et c'est beaucoup plus compliqué que juste de dire c'est un tata, puis il a fait ci, il a fait ça. C'est plus compliqué que ça. Malheureusement pour certains, mais c'est plus compliqué que ça. Juste en tant que curieux notoire, je pense qu'on a tous hâte de voir comment ça va virer cette histoire-là. Oui, absolument. Ben oui, pourquoi pas. Écoute, en même temps, on n'entendra pas grand-chose. Oui. Mais de toute façon, il n'est pas directement impliqué dans les... Écoute, il est aux investissements internationaux. N'oubliez pas que Delta a une participation importante dans Aéromexico. Ensuite de ça, je me souviens plus dans le cas de Delta, mais ils ont plusieurs... Ils vont fermer Aéromexico. Plusieurs. Ils ont des participations dans plusieurs compagnies aériennes. Et, ils vont vendre Aéromexico à JAL. Moi, je pense que c'est une bonne part, mais je pense que ça va être ta job, c'est de se débarrasser de ces investissements-là à un bon prix. Ça se pourrait. En tout cas, chose sûre, il y a un track record d'avoir été capable de faire ça. Là. Ben écoute, il y a un track record, il est très bon pour rationaliser. Fait que... C'est ça. Alors, OK. On sort du débat, puis on rentre dans les rafales. Ouais, rafales. Yeah. Voilà, shoot-moi-les, là, j'ai pas ma feuille. Non, c'est correct. Miracle sur Lotsin. Oui, ben c'est une petite note rapide, juste pour mentionner que c'est les 12 ans cette année. Et que. Regardez le film pour célébrer. Je l'ai même pas vu, le film. Ah, c'est un bon film. Ouais, il est bien. Ouais, je pensais que ça tombait un petit peu dans le mélodrame, machin. Non. C'est solide comme film. OK, parfait. Fait que c'est les 12 ans cette année. Il y a une. Puis je sais pas pourquoi les 12 ans, mais il y a une effervescence autour de ce 12e anniversaire. On a ressorti, il y a plein de photos qui circulent, des diaporamas, des montages, Greg, tout ça. Oui. D'après moi, c'est parce qu'il y a une pandémie puis les gens ont besoin d'une bonne nouvelle. Parlant de ça, Greg a trouvé que... Tu viens là, de me couper l'herbe sur le pied, je m'en allais direct là. Mais bon, c'est correct, Olivier. Ben, t'avais juste à pas commencer en disant que tu sais pas pourquoi. Ben non, mais tu sais, j'allais dire, mais peut-être parce que... Non, mais laissez faire, là, écoutez, là. Oui, mais t'étais le premier à mentionner que les fans de hockey avaient l'air particulièrement indulgents avec le Canadien puis que c'était probablement à cause de la pandémie. C'est vrai, puis c'est direct là je m'en allais, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Vietjet.
Vietjet, ça, c'est super intéressant parce que c'est une des rares compagnies, voire la seule pour le moment, qui a été capable de passer à travers la pandémie jusqu'à maintenant sans faire aucun layoff ni renvoi à la maison intempestif. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ils se sont organisés pour que tout le monde fasse tout et n'importe quoi, à part piloter, bien évidemment. Mm-hmm. Mais on a fait beaucoup de formations. Ah ouais, hein? Beaucoup de formations croisées. Du ménage, du nettoyage. Tout le monde a mis la main à la pâte, là. Mm-hmm. Et ça leur a permis tu pouvais te retrouver à faire des photocopies aujourd'hui, puis demain de la peinture, repeinturer toutes les portes, là. Mm-hmm. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc, eux, il y a 0 mise à pied, excepté ceux qui ont volontairement voulu partir, là. Mais sinon, il n'y a aucune mise à pied qui a été faite chez Vietjet. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. T'es en train de me dire que les Vietcong ont donné une leçon militaire aux Américains et que maintenant, ils sont en train de donner une leçon de capitalisme? Peut-être. Ouais, c'est vrai. Je voyais pas où est-ce que tu t'en allais avec ça, mais oui. J'ai eu peur sur le coup. Bravo, André. C'est plus socialiste parce que le capitalisme pur et dur aurait mis sacré tout le monde dehors puis tout fait vous. Là. Oui, mais en même temps, comment être fonctionnel, c'est peut-être pas d'être capitaliste sauvage. Fait que donc, tout extrême sur un spectre est mauvais. Voilà. Absolument. Ouais. Un petit suivi sur PIA. Oui, PIA, nos amis et collègues de Pakistan International Airlines, qui a des petits troubles en ce moment parce qu'en fait, ça date d'il y a quelques jours. Il y a un 777 qui a atterri en Malaisie et qui a été saisi au nom par les autorités malaises. Au nom Malaise, pas malaisienne. Non, tu peux dire Malaise. Sérieux? Oui. Ouch! Ça sonne donc bien bizarre. Ben oui. Désolé. Apparemment, sur le tablier de l'aéroport, ça a créé un malaise. C'est ça. Absolument. Et donc, c'est ça, mais c'est au nom de la cour anglaise qui a demandé de saisir l'avion parce qu'ils sont en litige. En fait, il semblerait que... Un litige financier? Tout porte à croire qu'en Angleterre, parce qu'il semblerait qu'ils n'ont pas payé. Donc, OK. Bon. Parlant mais de le pas chèque payer... est dans mal. Le chèque est dans mal. Parlant de pas payer, oui. Congo Airways... André, c'est pour toi, ça! Mais c'est quel lien boiteux. Non, mais on s'entend que présentement, il y a des bonnes affaires à faire avec Embraer, je pense, là. Ah, c'est à ce point-là, OK. Ouais. Oui, mais en fait, c'était pour André, cette nouvelle-là. OK. Parce que... On achète un E3? Non, c'est un E2. Ouais, non, mais j'ai une petite pensée comme ça quand j'ai vu passer la nouvelle. C'était tout ça pour André parce que Congo Airways a acheté 2 Embraer 195 E2. Donc, il contribue au succès phénoménal de Embraer. Voilà, André, c'était pour toi. De être content. Voilà, en fait, Congo Airways avait déjà commandé 1 ou 2 E290. Je pense qu'ils en ont reçu un jusqu'à maintenant. C'est des options ou des commandes additionnelles. Félicitations Embraer. C'est beau, 2 avions. Yeah! Merci André pour ton enthousiasme. Aïe aïe, le ton là. Toutes les commandes sont bonnes. Le ton qui dit juste te dire comme ça, André, là, entre toi et moi, là, et nos 450 000 auditeurs, là, tu t'es persona non grata au Brésil, OK? Là? Tu le sais, ça. No fly list. Absolument. Après Seattle, maintenant, c'est le Brésil. Oui, absolument. Hey, faisons une micro-parenthèse d'ailleurs là-dessus. Il semblerait que l'avion qui se soit planté en Indonésie ait été un retour de... Storage, hein? Ouais, oui, exactement. D'entreposage. Ouais, et là, on va peut-être avoir, gardons l'œil là-dessus, là, on le souhaite vraiment pas, mais on va peut-être avoir ce genre de problème-là plus souvent au cours de la prochaine année pour les avions qui vont être sortis. On en a eu un avec le Max Air Canada déjà. Oui, puis en fait, on risque de voir quelques problèmes surgir comme ça. Ça a commencé à sortir cette semaine dans les différentes nouvelles. Mais les mauvaises techniques de préservation. Oui. Puis pas juste moteur, on peut préserver l'avion aussi. Là, mais n'ayez crainte, si c'est un Boeing qui était préservé, les outils sont déjà dans l'avion. Il s'agit de les trouver.
Bon point. Je pensais que t'allais dire, si c'est un Boeing qui est préservé, c'est pas la préservation le problème, mais d'accord. Ouais, non, bon point, Olivier. Mais on l'a déjà dit avec Boeing, t'as les outils, le matériel pour le réparer déjà inclus dans les tanks. Tout est d'un tank à gaz. Tout est un tank à gaz. T'as même les guenilles. Ça s'appelle pas des soutes à outils? À gaz Donc, aussi. C'est ça, hein? En tout cas, Donc, on est-tu en feu aujourd'hui? Absolument. Mais blague à part, oui, gardons l'œil ouvert, Claudia Ouellette, parce que on commence à suspecter que la préservation a été faite un peu à la va-vite. Et les retours en service aussi, parce qu'on n'a pas nécessairement le goût de faire des grosses inspections qui arrivaient. Absolument. Qui sont fixes dans le temps et non à l'utilisation. Et en fait, si tu te rappelles que tu as mal préservé ou que tu n'as pas mis t'as pas utilisé la bonne méthode de préservation, tu as des inspections spéciales à faire. Ouais. Et si tu n'as pas le goût de les faire, eh bien voilà. Ouais. Donc, oui, absolument. On le souhaite Pour pas. revenir à la question des outils dans les Boeing 737. Ah non, André, comment? J'ai bien compris, chez Boeing, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réalisé que pour faire une économie, on pouvait mettre du Jet A dans les coffres à outils. Oh, c'est un petit peu tiré par les chevaux, ça. Nice. Ils n'ont pas foamé, puis tout, là. Ils ont C'est un pas peu dur de foamé, faire ouais, le tour control là-dessus. All right, on arrête ça, là. C'est bon. Okay. Là-dessus, chers auditeurs, merci infiniment d'avoir été parmi nous pour cet épisode fleuve. Mais oui, écoute, on a été tellement délinquants. Ça a été long, hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un long de même, hein? Ben oui. Écoute, 2 débats où on réussit à s'obstiner solide sur des choses sur lesquelles on est tous d'accord. C'est un nouveau record. C'est acrimonieux. Absolument. Là-dessus, merci tout le monde. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Olivier Lacombe. Merci. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.